Voilà, nous démarrons. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là à cette conférence exceptionnelle de l'ACSIL, du Centre culturel Anaïs Simon Drahi. Merci infiniment d'être ici. Merci à nos intervenants, Aurélia De Vos, Emmanuel Razavi, pour les applaudir. Cette conférence est très particulière, d'abord parce que ça fait un certain temps qu'on la prépare. À l'origine, elle devait se tenir au mois de mars. Et puis finalement, les choses ont été ce qu'elles ont été. Et ça tombe maintenant à une période et à un moment particulièrement, je trouve, émouvant. Émouvant parce que les peuples iraniens et israéliens souffrent, que nous allons en parler. Emmanuel Razavi est un journaliste, grand reporter spécialiste de l'Iran, comme son nom l'indique, originaire d'Iran, avec de la famille là-bas. Nous avons chacun et chacune de la famille en Israël. Actuellement, les peuples israéliens et iraniens souffrent, et Israël accomplit une œuvre qui est extrêmement importante pour justement ce peuple israélien et la paix en général. Aurélia De Vos, magistrate, ancienne chef du pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité du parquet de Paris. Vous avez pu, pendant 10 ans, œuvrer justement dans ce domaine des crimes contre l'humanité, notamment sur le sujet syrien, sur le sujet rwandais. Vous avez contribué également à faire condamner un certain nombre de personnes là, notamment le financier du génocide Tutsi, de mémoire. Voilà, vous pourrez nous présenter évidemment votre ouvrage remarquable, Crimes contre l'humanité, le combat d'une procureure, et Emmanuel Razavi. Naturellement, la face cachée des mollahs, c'est extrêmement d'actualité, et donc je pense que l'échange avec la salle sera important, et vous êtes là aussi pour ça. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence. Nous allons vous laisser développer, débattre, puis ensuite nous échangerons avec le public, et nous pourrons ensuite conclure avec la dédicace de vos ouvrages. Voilà, bonne conférence à vous. Je crois que je vais commencer. D'abord, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est effectivement assez émouvant, je crois que le mot a été prononcé, d'intervenir sur ces sujets dans cette période. Et donc, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un petit peu froid, parce que le droit peut être un peu, d'abord, froid, peut paraître déconnecté, peut paraître ne pas prendre en considération l'humanité, l'être humain, les complexités. Et en réalité, je crois que c'est tout l'inverse de ce qu'on peut ressentir au premier abord face au droit. Parce que le droit, ça n'est que l'expression du vivre ensemble, l'expression de comment est-ce qu'on construit des sociétés, comment est-ce qu'on les rend vivables, comment est-ce que on s'adapte aussi. Et le droit, il n'est pas figé. Et il n'est pas du tout figé dans ces matières de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Il est tellement pas figé que chacune des situations qui sont posées pose à chaque fois de nouvelles questions et qu'on n'a pas toujours les mêmes réponses que celles qu'on avait auparavant. Et donc c'est derrière un abord un peu froid et un peu clinique, c'est en réalité très humain et très proche des populations. Alors on nous a demandé de parler de faire un regard croisé sur le crime contre l'humanité, du magistrat au journaliste, du journaliste au magistrat, du reporter, du terrain à la réflexion un peu analytique. Je crois qu'on se rejoint d'ailleurs sur un certain nombre de choses, mais finalement ce terme de crime contre l'humanité, on le met un peu à toutes les sauces, on le lit partout. Tous les journalistes savent bien sûr de quoi ils parlent quand ils disent crime contre l'humanité, crime de guerre avec un air un peu docte. Et finalement, est-ce qu'on finit pas par banaliser, par galvauder un peu ces termes et surtout à les utiliser à mauvais escient? Alors, je pense que c'est important de commencer par quelques clés de lecture qui peuvent nous aider aussi à avoir un regard sur l'actualité, sur ce qui est autour de nous, sur le passé, sur l'avenir. Et je crois que ce qui est important pour le crime contre l'humanité, c'est de le distinguer des crimes de guerre et du crime de génocide, de bien comprendre en fait qu'on est face à des choses qui sont différentes.
Bonjour. Le crime de guerre. Le crime de guerre, c'est assez simple comme son nom l'indique. Il faut un conflit armé. Ça veut dire conflit armé qui est des groupes ou des États, hein, ça c'est un peu la guerre classique, mais où des groupes qui soient suffisamment constitués, qui s'affrontent dans un degré d'intensité suffisant pour qu'on puisse parler de conflit armé. Et c'est pas forcément toujours une évidence, parce que dans les conflits modernes, il peut y avoir un moment de conflit armé, et puis il n'y a plus de conflit armé, et puis à nouveau un conflit armé, et puis pas dans toute la partie du pays, par exemple. Et donc, tant qu'on n'a pas défini ce que c'est le conflit armé, tant qu'on l'a pas défini, on peut pas appliquer le droit international humanitaire, le droit des conflits armés, hein, communément appelé le droit de la guerre, qui dit non pas qu'il faut pas faire la guerre, c'est pas un droit pacifiste, le droit international humanitaire, c'est pas un droit qui dit vous ne devez pas tuer, pour être un peu provocatrice, mais par contre il y a des règles qui vont s'appliquer pour borner les comportements, pour essayer de limiter humainement les dégâts causés par les conflits. Et quand on viole les conventions de Genève, le droit international humanitaire, eh bien, on commet potentiellement des crimes de guerre. Le crime contre l'humanité, c'est complètement différent parce que ça peut être commis en temps de paix. On n'a pas besoin d'un cadre de conflit armé pour pouvoir parler de crimes contre l'humanité. Mais là où vient la confusion, c'est que dans les conflits armés, il peut y avoir aussi, parfois, des crimes contre l'humanité qui sont commis. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on réussit à savoir ce qui peut être crime de guerre, ce qui peut être crime contre l'humanité? C'est là toute la difficulté et toute la confusion. Et si on ajoute à ça la qualification de crime de génocide, hein, qui est le crime des crimes, le crime contre l'humanité le plus ultime, eh bien, là, on change de dimension. Et donc, le crime de génocide, il faut, et je pense que c'est là le pivot, l'intention. Tout est dans l'intention. Le génocide ne se définit pas par le massacre, ne se définit pas par la conséquence en réalité, mais par l'intention de celui qui le commet. Cette intention, il faut qu'elle existe, de détruire en tout ou partie un groupe pour ce qu'il est. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, mais pour ce qu'il est profondément. Et cette intention-là, elle est très complexe à caractériser et elle est très rare. Et elle est surtout, effectivement, elle vient de loin. Elle se cherche, et je le répéterai tout à l'heure, dans les sciences sociales, dans l'histoire des sociétés, dans les évolutions, dans l'histoire de la haine, dans la propagande, dans des choses qui se construisent dans le temps. On se lève pas un matin en se disant « je commets un génocide ». Aujourd'hui, alors que j'y avais pas pensé hier. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et effectivement, là où peut-être on utilise un peu trop ce terme aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'il y a ce pivot intentionnel qu'il faut caractériser. Le crime contre l'humanité, c'est un crime qui, comme vous le savez, a été défini la première fois en 1945, statut du tribunal militaire international de Nuremberg. C'est la première fois qu'on parle de crime contre l'humanité sur le plan juridique. Et dans cette définition à Nuremberg, il va y avoir un peu les deux choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qui est le crime contre l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire une pratique massive, généralisée, contre la population civile, de persécution, d'assassinat, de déportation, aujourd'hui on dirait de viol, de grossesse forcée, de stérilisation forcée, tout ça de manière généralisée et systématique. Ça, c'est l'une des dimensions qu'on commence à percevoir à Nuremberg. Et puis l'autre dimension, c'est qu'il peut y avoir aussi des persécutions pour des motifs raciaux ou religieux. Et là, on voit que se dessine en réalité ce qui sera aujourd'hui la qualification de génocide. Parce que là, on va viser un groupe pour des motifs particuliers et parce que ces personnes font partie de ce groupe. Donc, Nuremberg, c'est un peu effectivement la genèse de cette pensée-là. On ne parle pas encore de génocide, même si Lemkin a déjà inventé ce mot, mais on n'en parle pas encore textuellement. Et puis, finalement, il ne va pas se passer grand-chose après Nuremberg. Parce que finalement, on s'aperçoit que les sociétés qui l'ont vécu, autant il y a des silences générationnels qui vont suivre pendant des décennies. Dans les familles, on ne va pas parler de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas parler de la Shoah. Et je pense que le législateur, il n'en parle pas non plus dans son code pénal.
Il y a une forme de recul par rapport à ça, comme si finalement il fallait que ça soit centré sur cette période, et puis on laisse une chape de plomb, et puis on n'en parle pas, et on laisse derrière et on avance. Ben, le législateur français, il a fait pareil. C'est-à-dire qu'il n'a introduit le crime contre l'humanité et le crime de génocide dans le code pénal qu'en 1994. Ce qui, avec notre histoire, c'est un peu fou, en fait, on s'imagine, mais enfin quand même, c'est incroyable. Non, c'est le nouveau code pénal, 1994, entré en vigueur le 1er mars, qui place cette qualification. Donc on a jugé Touvier, on a jugé Barbie, on a jugé Papon, sans avoir cette qualification dans notre code pénal. Avec effectivement une sorte de mix entre les accords de Londres, Nuremberg, qui crée cette qualification, mêlé de droit français. Donc le droit français, dans le contexte de Nuremberg, on fait une sorte de montage juridique et on dit crime contre l'humanité. Mais finalement, ça n'existait pas formellement. Et pourtant, ça a été quand même, et c'est là qu'on voit que le droit permet plein de choses, même s'il ne le permet pas tout à fait, parce que il s'est adapté à l'humanité de ce dont il s'agissait. Le législateur, le juriste a pu adapter tout ça. Donc ce droit français, il se dote de tout ça en 94 et va évoluer avec évidemment les années 90. Je crois que vraiment la période des années 90, il faut retenir quelque chose, c'est vraiment le cœur du réacteur de ce qui est aujourd'hui la justice pénale internationale, puisque plusieurs chocs se produisent pour la communauté internationale, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda. On n'a pas prévenu, on n'a pas empêché, on n'a pas stoppé. Et donc, la communauté internationale est très attaquée dans son incapacité d'action et donc va réagir en disant si c'est ça, au moins je vais essayer de réparer et de condamner et de réparer. Et donc, on crée des tribunaux ad hoc, des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, juste après les événements dans les années 90. Donc, un certain nombre de personnes ont jugé, mais ça va être surtout un laboratoire pour ces qualifications de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crimes de génocide, puisqu'évidemment au Rwanda, ce sera le cœur du sujet. Pour l'ex-Yougoslavie, c'est le massacre de Srebrenica qui sera qualifié de génocide. Et là, on voit 6000 personnes qui ont été tuées, et pourtant c'est qualifié de génocide. Donc on voit bien que c'est pas la quantité mais plutôt l'intention qui sous-tendait le crime. Et donc tout ça, c'est une effervescence. C'est le moment où on va créer la Cour pénale internationale à Rome, qui rentre en vigueur en 2002, et où en effet tout ça se met en place. Alors, qu'est-ce qui se passe en France à partir de là? C'est que tous ces engagements internationaux vont avoir une répercussion sur nous. C'est-à-dire qu'on va adapter en droit français les résolutions du Conseil de sécurité qui créent les tribunaux internationaux. On va adapter en droit français le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, et ça a deux conséquences, c'est qu'on se met dans l'obligation de coopérer avec ces juridictions internationales, et on se met aussi dans l'obligation de faire aussi notre part de justice pénale internationale. Ça veut dire se mettre en mesure de faire, c'est-à-dire que les États qui s'engagent ne peuvent pas être un refuge pour des criminels de guerre ou des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, on ne peut pas ne pas se mettre en mesure juridiquement de pouvoir juger, par exemple, un étranger qui vient en France s'installer, qui a commis des crimes de la sorte à l'étranger sur des étrangers, ce que nous n'avions pas comme compétence. Donc, on absorbe une compétence dite universelle dans ces matières-là parce que les crimes sont trop graves. Et évidemment, pas très envie d'être un refuge pour criminels de guerre, ça va de soi. Tout ça se met en place entre 2002 et 2010, et sur l'impulsion de certains dont je faisais partie au ministère de la Justice, on a constaté que se sont développées les plaintes, surtout vis-à-vis du génocide des Tutsis au Rwanda d'abord, et puis quelques autres commençaient à parler de Syrie également, et donc là on a poussé à la création, je vais un peu vite, je répondrai aux questions si ça vous intéresse, à la création d'un pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre au sein du parquet de Paris, donc qui pouvait être compétent pour traiter de tous ces dossiers. Alors parfois il y a des Français qui en sont victimes à l'étranger. Parfois, des Français y participent, des binationaux.
Parfois, des entreprises françaises peuvent être impliquées également dans ces crimes. Et parfois, effectivement, eh bien, certains viennent se réfugier après avoir commis des crimes à l'étranger. Ils viennent retrouver une sorte de virginité en France et puis essayer de passer inaperçu. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de dossiers, beaucoup de monde. Il fallait créer un pôle crime contre l'humanité, donc des procureurs, des juges d'instruction, et puis des enquêteurs spécialisés ont suivi pour travailler là-dessus. Alors, je vous rassure, c'est pas beaucoup de personnes. Hein. Au départ, c'est un procureur en 2012, c'est 3 juges d'instruction. Ils étaient 3 en 2012, ils sont toujours 3 aujourd'hui, en 2025. Il y avait 20 dossiers en 2012, il y en a 200 aujourd'hui. 20 dossiers du Rwanda et puis 200 dossiers avec une vingtaine de zones différentes. C'est vous dire effectivement si ça n'a pas suivi en termes de moyens malheureusement, et entre 12 et 15 enquêteurs qui travaillent sur ces 200 dossiers. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'on n'a rien pu faire non plus. Premier procès en France d'un génocidaire rwandais, Pascal Simbikangwa, en février-mars 2014. Donc c'est important parce que c'est le premier procès en France devant une cour d'assises qui s'est tenu pour la qualification de génocide. C'est la première fois que nous avons appliqué le génocide et le crime contre l'humanité devant nos juridictions. Donc ça paraît assez évident qu'on puisse retenir ces qualifications. En fait, ça l'était pas du tout. Il nous fallait expliquer ce que ça voulait dire à des magistrats professionnels, mais aussi à des jurés. Ce sont des citoyens qui sont tirés au sort. Ça peut vous arriver demain, si vous êtes sur les listes électorales, d'être tiré au sort pour vous rendre à la cour d'assises de Paris, pour être juré dans une affaire de crime contre l'humanité ou de crime de génocide ou de crime de guerre. Au départ, les gens sont un petit peu fébriles parce qu'effectivement, bon, au-delà de la dureté et de la violence de ce qu'ils vont recevoir pendant plusieurs semaines, c'est pas évident de manier ces qualifications et bien sûr tout le monde encourt la perpétuité. C'est pas non plus très évident de prononcer ce type de peine. Mais donc on a tenu ce premier procès et il était important ce premier procès parce qu'on a pu asseoir des qualifications. On jugera, et ça va peut-être vous faire sourire, la première fois qu'on jugera un Français pour crime de génocide, ça sera l'année prochaine, devant une juridiction antiterroriste, un monsieur qui s'appelle Sabri Yessid, qui est un peu lié à la famille de Mohamed Merah, qui est parti en Syrie pour combattre avec Daesh et qui est impliqué, en tout cas je le crois puisque j'avais fait ouvrir l'enquête, dans le génocide des Yézidis. Et donc c'est une personne qui sera jugée par défaut, hein, peut-être qu'il est décédé, mais c'est pas sûr, pour crime de génocide. Et c'est la première fois qu'on jugera un Français sur cette qualification. Donc on voit bien que tout ça, c'est quand même paradoxalement, par rapport à notre histoire, c'est paradoxalement très nouveau devant nos juridictions. Ce que je voudrais vous dire par rapport aux jurés, et je pense que c'est un sujet vraiment, si on parle de notion de crime contre l'humanité, on ne peut pas faire fi de l'aspect historique et surtout de la parole des historiens. Alors on discute beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est l'historien qui doit dire ce que c'est? Est-ce que c'est le juriste? Est-ce que c'est le politique? Qui doit dire finalement? C'est pas si simple que ça. Je crois que chacun a son regard et doit nourrir le regard de l'autre. Mais on s'est aperçu dans ces dossiers-là qu'on ne pouvait pas se passer des historiens dans le prétoire, parce qu'ils viennent apporter deux choses. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter déjà un regard sur les qualifications elles-mêmes. C'est pas les historiens qui vont venir nous dire, vous savez, ce fait-là est qualifié de telle ou telle infraction. Mais par contre, ce qu'ils vont nous apporter, de tout ce qu'ils savent de l'histoire des sociétés, de tout ce qu'ils savent de l'histoire qui a précédé, de tout ce qui s'est passé autour, de tout le contexte, de toutes les forces en présence, eh bien, ça nous permettra, nous, de savoir si, par exemple, il y a un conflit armé. Ça nous permettra de savoir, en effet, si on a des éléments concrets qui nous amènent à une intention génocidaire ou pas. Donc, ils amènent des éléments, ne serait-ce que pour qualifier les faits. Et grâce à ce regard-là, ça nous permet de donner du sens aux actes. Parce que quand on parle de crimes contre l'humanité, ce ne sont pas une somme d'actes isolés
de criminels, mais bien effectivement une machine, le législateur français dirait un plan concerté, et tout cela se démontre aussi par des éléments exogènes, des éléments factuels, mais des éléments exogènes qui nous viennent du contexte historique. Alors on sait bien que la place de l'historien dans le prétoire, elle n'est pas facile, et elle n'est pas très naturelle. Les historiens détestent ça, parce qu'ils n'ont pas de statut devant les cours d'assises. On sait qu'Henri Rousseau n'avait pas voulu venir témoigner au procès Papon, par exemple. Alors probablement que le fait d'avoir été convoqué par la défense l'avait un petit peu refroidi, et on le comprend. Mais il n'empêche qu'il disait aussi, est-ce que c'est ma place, devant une juridiction, de venir délivrer une pensée de chercheur de manière extrêmement enfermée, de manière extrêmement ponctuelle, alors que ma pensée, mon travail va peut-être me faire évoluer, je vais encore l'enrichir, je vais encore apprendre des choses. Et ce que nous disent les historiens, c'est que quand on les appelle comme témoins, qu'ils doivent lever la main droite, dire je jure de dire la vérité, ils nous disent mais enfin, moi l'historien, mais quelle vérité? Quelle est la vérité? Moi, je sais pas quelle est la vérité. Peut-être que je vais découvrir d'autres choses. Peut-être que je vais modifier un peu mon travail. Et là, en plus, on filme ces procès pour les archives historiques, et donc on fige leurs pensées dans le temps. Donc pour les historiens, c'est terrible. Ils se font attaquer, bien sûr, par la défense, qui vient remettre en cause même la nature de leurs recherches. Il y a encore un lieu en France de négationnisme débridé. Ce sont les cours d'assises qui traitent des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Parce que cette parole, elle est libre, et si vous vous intéressez à venir voir ces procès d'assises qui se passent plusieurs fois par an, vous verrez que c'est effectivement le dernier lieu où certains osent encore, malheureusement il y en a qui osent encore en dehors, mais qui osent avoir un discours qui est négationniste, mais de manière extrêmement et de manière beaucoup plus subtile. Effectivement, on n'est plus dans le négationnisme, la chambre à gaz n'a pas existé, par exemple. Non, là, on devient scientifique et on apporte une parole pseudo-modérée et on banalise. Et la banalisation est le nouveau négationnisme en réalité. Et donc, dans ces cours d'assises, cette subtilité-là, quand il faut lutter contre, par exemple, dans les bancs de ministère public, c'est pas du tout évident. Et pourquoi c'est important? Parce que autant les historiens nous apportent des choses, autant il va y avoir une réflexivité, c'est-à-dire que les historiens vont s'intéresser à la chose judiciaire. Qu'est-ce qui s'est dit au tribunal pour le Rwanda? Qu'est-ce qui s'est dit à Nuremberg? Bien sûr, ce sont les historiens après qui se sont saisis de tout ça. Parce qu'ils ont cherché à tirer de ces jugements, de ces dires judiciaires, des petites parts d'histoire dans la grande histoire. Mais si la justice se trompe, si la justice, elle peut se tromper bien sûr, elle est limitée à un dossier, elle est limitée à ce qu'on a pu démontrer, et la vérité judiciaire parfois n'est pas la vérité historique. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on gère cette difficulté? Et on est à une période charnière, je pense, aujourd'hui, puisque la justice, ça vous aura pas échappé, est très attendue. Et elle est attendue parce que le politique faillit. Voilà. Le politique n'est pas là, la diplomatie est faible, et donc on demande à la justice de régler probablement des problèmes qu'elle ne devrait pas régler. Est-ce à la justice? Moi, je pose des questions, je n'ai pas forcément la réponse. Est-ce que c'est à la justice de stopper les conflits? C'est une vraie question. Est-ce que c'est à la justice, en effet, de faire des choses que on ne sait plus faire sur le plan politique et diplomatique? Et donc, on attend d'elle ce genre de choses, et donc probablement qu'elle va un peu vite. Je suis toujours prudente parce que je pense que la justice a besoin de temps. La justice dans les conflits aujourd'hui doit aller très vite pour conserver les preuves, pour conserver les témoignages. Elle doit aller moins vite pour les analyser, parce qu'il faut le recul du temps et le recul de l'analyse. Et quand on veut aller trop vite, peut-être qu'on se trompe. Et si on se trompe de narratif. Et moi, je dis souvent que c'est comme dans une famille, si vous vous construisez sur une histoire qui est fausse, de vos parents, de vos grands-parents, vous croyez vraiment que des choses se sont produites et qu'elles ne se sont pas produites ou qu'elles sont différentes de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, eh bien, vous vous construisez mal, vous vous construisez sur quelque chose qui est faux.
Et une société, c'est la même chose. Si on se trompe de narratif, c'est pas juste une qualification. Hein, c'est pas comme quand on est effectivement devant une cour d'assises pour des affaires de meurtre isolées et qu'on va requalifier en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les conséquences, on voit bien qu'elles sont pas les mêmes. Quand on qualifie devant une juridiction de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, on embarque une société dans un narratif. Et là, ça peut être grave si on se trompe. Et donc là, effectivement, autant la justice est nécessaire, autant l'inquiétude que moi je peux avoir, c'est que elle aille trop vite dans ce narratif et qu'on puisse se tromper. Donc évidemment, que feront les historiens de narratifs erronés, s'ils le sont? Donc là encore, c'est la question. Donc la relation entre la justice et l'histoire, elle est très importante et elle est de plus en plus complexifiée aujourd'hui. Je crois que il est urgent d'être vigilant sur évidemment, on en parlait sur l'image, sur la preuve. On est confronté dans ces domaines à l'inverse d'il y a 80 ans, c'est-à-dire que nous ne découvrons pas trop tard les choses. On les voit trop tôt ou mal. Donc maintenant, ce que nous devons faire, nous, magistrats, dans ces enquêtes-là, c'est faire des enquêtes dans l'enquête. Donc l'enquête sur l'image est déjà une pré-enquête. Je pense que le grand reporter fait aussi ce travail d'enquête. On n'est pas très loin là-dessus. C'est-à-dire que finalement, de savoir toutes les informations qu'on me donne, comment je fais pour les corroborer, pour savoir si elles sont vraies, si elles sont fausses, si on me manipule. Le juge aujourd'hui, le procureur, dans ces domaines, est confronté à toutes ces difficultés. Il y a trop d'informations là où avant il n'y en avait pas assez, et on ne sait plus séparer le bon grain de l'ivraie en quelque sorte. Donc voilà les premiers éléments que je voulais vous donner de compréhension sur ces domaines. On a en France, pour compléter là-dessus, tenu d'autres procès. Le Libéria, un ressortissant du Libéria qui était réfugié ici depuis 20 ans et qu'on a pu poursuivre après avoir mené des enquêtes sur le terrain et notamment retrouver des victimes à la frontière de la Guinée qui ont pu venir à Paris témoigner devant les cours d'assises et qui n'avaient pas imaginé que 20 ans plus tard, on peut retrouver celui qui a, pour cette femme, j'y pense, arraché le cœur de son mari sous ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour il y aurait de la justice pour ça. Et finalement, elle ne savait peut-être même pas elle-même, et c'est un peu ce qu'elle a dit, que la justice lui manquait. Et quand la justice est arrivée, c'est quelque chose qui a été important dans sa vie. Mais elle est repartie quelques jours après, au fin fond du Libéria, proche de la Guinée, et on ne saura pas ce qu'elle est devenue. Mais cette justice, elle arrive parfois un peu tard, mais elle fait aussi partie de la reconstruction. Parce que vous savez sûrement qu'au Libéria, il y avait une commission vérité et réconciliation. Ça fait partie des modes de justice transitionnelle pour sortir des conflits, mais ça n'avait pas forcément été suffisant pour réparer un certain nombre de choses. On a tenu des procès sur la Syrie, un procès de 3 personnes très proches de Bachar el-Assad, procès par contumace pour crimes contre l'humanité. Donc, ils ont été condamnés tous les 3. Donc, des mandats d'arrêt ont été émis sur la base de cette condamnation, suite en réalité à la disparition forcée et aux tortures, au décès ensuite de 2 franco-syriens, un père et son fils. Lui, il était jeune étudiant en psychologie à l'université de Damas et le père était CPE au lycée français de Damas. Et vraisemblablement, ils avaient le tort de ne pas être très pro-régime et au-delà de ça, de ne pas avoir fait grand-chose d'autre de mal, sauf qu'ils ont effectivement terminé leur jour dans les services de sécurité aérienne des services de renseignement syriens. Donc, Ali Mamlouk, Jaimil Hassan et un troisième ont été condamnés par contumace pour crimes contre l'humanité. Récemment, il y a quelques semaines, c'est un membre de Jaish al-Islam qui était le groupe qui avait pris le contrôle de la Ghouta orientale, proximité de Damas, qui a été condamné pour crime de guerre. Première condamnation devant une cour d'assises française pour crime de guerre. Et je terminerai par les premières fois aussi, puisque je reviens au Libéria et tu vas en parler, je pense. Le Libéria était l'occasion dans ce dossier, pour la première fois,
de condamner pour viol constitutif de crime contre l'humanité. Donc c'est un contentieux qui évidemment s'adapte aux situations, mais qui fait progresser aussi notre humanité dans les bornes de ce qui peut être fait ou pas fait par les individus, et d'avoir pu dire que toutes ces violences sexuelles qui traversent tous les conflits, toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui subissent des violences sexuelles, qui ne parlent pas, qui ne le disent pas forcément, qui n'ont pas forcément justice, on puisse dire que ça peut être, dans certaines circonstances, constitutif de crimes contre l'humanité, c'est aussi, je pense, des messages forts que la justice envoie. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place à Emmanuel, bien sûr, et puis il y aura sûrement beaucoup de questions. Brillant, comme d'habitude. Merci. Il est difficile de prendre la parole après Aurélia. Non, je parle, bien sûr, je dis ce que je pense, tu vois, autrement, je ne serai pas là avec toi ce soir. Je trouve que c'était intéressant que l'on soit réunis tous les deux. Merci infiniment, Monsieur Assayag, parce que je crois que vous faites, vaut-il, le travail qu'accomplit en fait Aurélia, de façon héroïque, parce qu'elle le dit pas, mais elle est amenée quand même à prendre des risques, à aller dans des endroits qui sont des endroits extrêmement dangereux. Il est important. Donc moi, je me sens quand même très démuni par rapport à tout ce que tu fais, parce que moi, je suis vraiment un reporter, ce qu'on appelle grand reporter. Je suis un journaliste de terrain, en fait, qui part faire des reportages au long cours en général. C'est important de comprendre comment j'enquête. Je suis spécialisé sur le Moyen-Orient et depuis près de 30 ans, je ne couvre que le Moyen-Orient, enfin, de façon exceptionnelle. Quand on veut me récompenser de mes bons et loyaux services, je pars me balader aux États-Unis parce que j'ai une grande passion pour les Sioux. Voilà. Et le reste du temps, je suis avec des organisations, avec des djihadistes. En fait, je fais partie de ces quelques journalistes français qui passent beaucoup de temps avec les talibans, les gens du Hamas. J'ai fait beaucoup de choses avec les gens du Hamas, sur le Hamas, donc je connais le mouvement de l'intérieur. J'ai interrogé des gens d'Al-Qaïda, interviewé, c'est toi qui interroges. Interview, des gens d'Al-Qaïda aussi. Enfin voilà, donc en fait on m'utilise, je dirais, voilà, pour aller sur des zones qui sont très sensibles, sur des sujets qui sont très sensibles, qui le deviennent de plus en plus, parce que je crois que ça vous aura pas échappé. Ces dernières années, on a tendance à, tu parlais de révisionnisme ou de négationnisme, voilà. En tout cas, le révisionnisme, voilà, est un bon compagnon de route, je crois, du négationnisme. Et aujourd'hui, les bourreaux devenant les victimes et les victimes les bourreaux, on a tendance à considérer les djihadistes, que je côtoie beaucoup, comme de grands philosophes humanistes, alors que ce ne sont que des assassins. Et bien évidemment, je vais pas simplement les rencontrer pour les rencontrer, je vais les rencontrer parce que j'essaie de comprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'essaie de comprendre. Parce que lorsque j'étais petit, je suis d'origine iranienne, et je viendrai au sujet que tu as évoqué sur les crimes, évidemment, de guerre, de crimes contre l'humanité, sur les viols qui m'occupent beaucoup. Mais quand j'étais petit, quand j'avais 11 ans, la révolution iranienne, donc a vu en fait le départ en fait du roi, du Shah d'Iran, et l'arrivée en fait de l'ayatollah Khomeini, qui était un homme porté au nu par les grands intellectuels français comme Jean-Paul Sartre et Michel Foucault. Michel Foucault l'avait qualifié de saint. L'ayatollah Khomeini avait déjà écrit en fait dans ses publications depuis au moins 10 ans, depuis le début quasiment 69-70, qu'il fallait éradiquer les juifs de la terre parce qu'ils occupaient en fait une terre musulmane. Ce type était un psychopathe, voilà, mais n'empêche qu'il y a des intellectuels qui donc considéraient que c'était un type formidable et des gouvernements l'ont soutenu, le gouvernement américain, français, allemand, britannique, et ont reconnu assez rapidement en fait la République islamique d'Iran, qui était une république islamique qui se voulait soi-disant démocrate et musulmane, musulmane assurément, même à l'excès, démocrate j'en suis moins sûr, et elle est devenue en fait le bourreau, le preneur d'otages de son peuple. Et en fait, il se trouve que quand j'avais 11 ans, au moment de cette révolution, ma famille, une grosse partie de ma famille quittait l'Iran, enfin ceux qui ont pu, ceux qui n'ont pas pu ont été pour la plupart exécutés, assassinés dirais-je, et des journalistes. Moi, j'étais gamin à l'école et j'étais à l'école avec des enfants de journalistes. Voilà. Et l'un d'entre eux m'a demandé un jour s'il pouvait interviewer, son père pouvait interviewer mon père, etc., etc. J'étais gamin et je me disais tiens, c'est bizarre parce que mon père il est en France, pourquoi il va pas en Iran en fait, c'est plus simple d'aller en Iran. Les journalistes, pour moi, un journaliste c'est des grands reporters, forcément ils prenaient l'avion
Voilà, j'ai pas changé. Hein. Je pense toujours qu'un journaliste c'est un peu une hôtesse de l'air bis, c'est-à-dire qu'il prend l'avion. Voilà, et j'ai commencé en fait à m'intéresser en fait donc à la façon dont les journalistes en fait traitaient l'Iran. Parce que mon père achetait plein de bouquins, mon père était passionné par les journalistes, avait pas mal de copains journalistes autour de lui, et j'ai vu son visage se décomposer devant la télévision, parfois, lorsque les journalistes à la télévision, Christine O'Krent pour pas la nommer, enfin d'autres, si vous voulez parler de l'Iran avec une telle assurance, mais en racontant des faits qui n'étaient pas en fait ceux auxquels était confrontée en fait notre famille, enfin nos familles d'ailleurs, parce que c'était général, on discutait quand même avec d'autres, voilà. Et donc, en fait, j'ai été très obsédé par ça. J'ai pas un tempérament en fait obsédé à part pour la musique et le journalisme finalement, mais en fait, j'ai su en fait à cet âge-là que je serais grand reporter. Attendez, j'étais quand même très prétentieux. C'était pas journaliste, hein, j'étais grand reporter. Voilà. Et j'ai eu la chance en fait de rentrer très jeune à François Bourgogne où je suis resté une semaine. Je croyais qu'ils faisaient des grands reportages. J'ai compris que c'était pas le cas. J'ai démissionné et je suis parti tout seul. Et j'ai la chance depuis de travailler pour des grands médias et je me suis beaucoup intéressé parce que dans ma famille, il y a eu des gens qui ont été assassinés. Il y a eu une personne qui devait être jugée, qui a été, au moment où elle se rendait, en fait, elle traversait le couloir du tribunal, a pris une balle dans la nuque, elle a été assassinée, mais ok, pas grave. Dont en France, on a raconté que c'était un homme qui avait cautionné en fait des massacres. Le pauvre homme, je crois qu'il n'avait pas cautionné grand-chose de sa vie. J'ai eu un autre oncle qui a été abattu dans sa cellule. Il avait été arrêté, son corps traîné dans les rues en fait de Rome, qui est une ville d'Iran. En fait, si vous voulez, il se passait pas une semaine sans qu'on apprenne qu'un cousin, un oncle, un ami avait été assassiné, parce que vous comprenez bien que tout ça, ça a été fait sans procès la plupart du temps. Ça a été fait de façon assez impropre, pour autant que on puisse tuer des gens de façon propre. Et donc j'ai fait en tant que journaliste ce qu'on appelle du journalisme magazine, c'est-à-dire que moi je fais pas du news, de l'actualité chaude. D'abord je suis pas très bon pour ça, j'y comprends pas grand-chose. Je suis très long à la détente, j'ai besoin de temps pour comprendre. Et donc j'ai décidé d'être un grand reporter qui travaillerait que pour des magazines comme Paris Match d'ailleurs, avec qui je travaille souvent, très souvent, pour pouvoir faire des enquêtes au long cours. Et comme ma famille a été confrontée à ça également, je me suis très intéressé aussi au volet des crimes, si vous voulez, qui étaient commis contre les femmes. Et je me suis beaucoup intéressé au mode opératoire avec une question qui était, mais est-ce qu'au fond, quand un homme viole une femme, je parlais des yézidis en fait tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'il le fait de façon intentionnelle, pensée, ou est-ce que le mec, on est dans une guerre, il est totalement barjot et donc il se lâche et il fait n'importe quoi? Pourquoi je me posais cette question? Parce que dans les témoignages que je recueillais, je me rendais compte que très souvent, en Iran, des femmes qui avaient fait de la prison, avant même d'être interrogées, étaient violées. Et je comprenais pas. Je me suis demandé à un moment donné s'il y avait finalement des ordres qui pouvaient être donnés en fait par les hiérarchies. Et puis, si vous voulez, plus j'ai travaillé, je vous ai raconté que j'avais beaucoup travaillé avec le Hamas, je suis allé à Gaza, j'ai interviewé. Alors, j'ai eu une chance extraordinaire parce que j'ai un ami, c'est plus qu'un ami, c'est un frère d'armes, qui s'appelle Nadav Nehos, qui est un très grand photographe international. Je travaille avec deux grands photographes, Alfred Yacobzadeh, qui est iranien, d'origine iranienne comme moi, et Nadav Nehos, qui est israélien, américano-israélien. Et Nadav m'a appelé un jour en me disant, écoute, on me propose d'interviewer les premières femmes otages qui ont été libérées par le Hamas. Est-ce que tu peux venir? J'ai évidemment appelé la direction de Match, qui m'a tout de suite dit, OK, go, c'est Nadav, c'est quelqu'un de sérieux. Voilà, nous avons été les premiers au monde à pouvoir interviewer ces otages, qui nous ont livré des témoignages sur les sévices sexuels qu'elles avaient subis, qui étaient identiques à la virgule près de ce que m'avaient raconté de jeunes Iraniennes que j'avais interviewées à la frontière entre l'Irak et l'Iran quelques mois plus tôt. Ces jeunes Iraniennes, elles étaient au Kurdistan irakien, qui est frontalier. J'ai un peu de géographie, non, pas trop. Qui est frontalier avec l'Iran. Beaucoup d'Iraniens qui fuient l'Iran se réfugient au Kurdistan. Pourquoi? Parce que les Iraniens, très souvent, n'ont pas de visa pour aller dans d'autres pays. Ils peuvent aller en Turquie, mais les services secrets turcs, très souvent, vous savez, les renvoient, en fait, à l'expéditeur. Donc, c'est quand même embêtant. Et autrement, ils vont au Kurdistan, où il y a les combattants kurdes iraniens qui ont des bases et qui les recueillent. Alors, ils recueillent des Iraniens, même qui sont pas kurdes, hein, si vous voulez. Voilà. Et il se trouve que beaucoup de femmes, depuis la révolution Femmes, Vie, Liberté, il y a 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans, depuis septembre 2022, ont rejoint en fait ces bases du Kurdistan.
Et j'avais demandé à la directrice de Paris Match, Caroline Mangès, qui est une femme extraordinaire, parce que sans elle, franchement, je ne ferais pas ce que je fais, qui m'a donné le go pour aller interroger en fait ces femmes sur ce qu'elles avaient subi dans les prisons, dans les geôles. Donc on a consacré un très gros sujet avec Paris Match. Et en fait, on s'est rendu compte, entre le sujet que j'avais fait avec Alfred Yakobzadeh au Kurdistan, de ces jeunes femmes, et avec Nadav ensuite en Israël, en fait, que les témoignages nous racontaient les mêmes choses. Mais pour autant, je rejoins Aurélia, on sait qu'en fait, elles nous racontent les mêmes choses. Elles se connaissent pas. Il y a peu de chances qu'on leur ait donné des éléments de langage pour raconter ça aux journalistes. C'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes configurations, c'est pas la même langue. Enfin, bref, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, et pourtant, elles nous racontent les mêmes choses. Des exemples? Parce qu'il faut des exemples, il faut qu'on l'entende. Une femme qui arrive dans une prison qui est au nord de Téhéran, qui s'appelle Evin, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une des prisons les plus célèbres, tristement célèbres, de l'Iran. Lorsque elle arrive, on la cogne, on la fait se déshabiller, un type la viole, on la torture, on lui pose pas de questions. Donc elle comprend pas, évidemment, c'est un traumatisme total. Et puis on la laisse dans une cellule, voilà, et puis on vient la chercher un peu plus tard, et puis on va lui dire, écoute, tu peux aller prendre une douche. Dans la douche, elle va se rendre compte en fait qu'il y a une caméra qui la filme. C'est-à-dire que c'est la déshumanisation poussée à l'extrême. À Gaza, il s'est passé à peu près la même chose, parce que les geôliers ont violé en fait des femmes israéliennes, les ont laissées tranquillement retourner avec parfois leurs compagnons de cellule, voilà. Et puis ensuite on leur a dit qu'elles pouvaient aller prendre une douche. Et puis il y avait un type qui était là, c'était pas une caméra, mais qui les regardait. Vous voyez, il y a peu de choses près, on retrouve exactement les mêmes modes opératoires. Alors, évidemment, on peut s'interroger parce que le Hamas, qui est une organisation qui est la branche en fait palestinienne de l'organisation des frères musulmans égyptiens, le Hamas est sunnite, l'Iran est chiite, a priori ils n'ont pas grand-chose à voir, sauf que le Hamas est financé par la République islamique d'Iran, notamment en fait entraîné, encadré par la force Al-Quds, qui est une unité d'élite du corps des gardiens de la Révolution, qui est le bras armé du régime iranien, et que dans les formations qu'ont suivi en fait un certain nombre de combattants du Hamas, c'est documenté par le renseignement. Je ne vous donne pas des preuves, c'est documenté, c'est des sources du renseignement qui nous disent ça, mais qui se rejoignent de différents services. Des membres de la force Al-Quds ont formé des membres du Hamas, environ 500 en Iran, bien sûr au tir d'artillerie, au combat, à la guérilla, au renseignement, aux interrogatoires. Et dans les interrogatoires, je vous laisse imaginer ce qu'il y a. Il y a évidemment en fait la déshumanisation. Mais enfin, tout ça quand même vient de loin, parce que les Iraniens, ils n'ont pas inventé ça tout seuls. Ils ont été formés, ils sont encore formés aujourd'hui par les services secrets russes, qui ont formé aussi une partie des services de renseignement syriens. Et on découvrira probablement que quand on ouvrira les geôles iraniennes, que c'est au moins aussi tragique, monstrueux que ce qui s'est passé dans les prisons de Bachar el-Assad, très clairement. Mais vous voyez, c'est important en fait qu'il y ait la justice qui est Aurélia. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Je le dis, parce que comment dire, moi je suis un mec qui va juste, vous voyez, interroger des gens, qui va dans des endroits un peu exotiques pour interroger en fait des gens, parfois dans des endroits dangereux pour interroger des gens. Mais au final, si vous voulez, moi je n'ai pas en fait un travail de, comment dire, c'est très difficile d'arriver à avoir des preuves. Parce que ces jeunes femmes, elles arrivent parfois avec des cicatrices physiques quand elles ont été fouettées, torturées, etc. Mais sexuellement, c'est extrêmement difficile quand on est au Kurdistan. Vous voyez, j'y vais pas avec un gynécologue, de savoir, vous voyez, de revenir avec une preuve. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand je les interroge, et c'est pareil, je dirais pour mon photographe, on revient avec presque les larmes aux yeux, parce qu'évidemment, nous sommes des pères de famille, et que évidemment, ce sont des jeunes femmes très souvent, et que évidemment, on fait forcément un transfert parce on se dit que ça aurait pu arriver, à nos enfants. Il en est de même évidemment pour ces jeunes femmes israéliennes qui ont été violées en fait par le Hamas. Alors là-dessus, je me heurte à une difficulté en tant que grand reporter, c'est que quand je rentre en France de ces zones-là, j'ai un révisionniste qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. J'ai une agent en fait des services secrets iraniens et des services secrets syriens, dont le prénom Irema, je vous laisse deviner la suite,
qui font de l'inversion en fait, vous savez, de responsabilité, qui nous expliquent que les bourreaux sont les victimes les bourreaux. Je dis ça, je plaisante pas, c'est très difficile parce que la presse, vous le savez quand même, elle est très très partagée aujourd'hui, très fracturée. Il y a aujourd'hui des journaux, notamment sur Internet, qui portent la parole en fait de ces gens-là, mais aussi des journaux tout simplement, même historiquement importants en France, qui portent la parole de ces gens-là. Et ce qui est un vrai problème, parce que ces gens-là aujourd'hui, de plus en plus, la parole se libère et on nous fait savoir par différents services que quand même, il peut y avoir des liens avec certains pays étrangers, certaines organisations. Un truc qui est documenté, je l'ai publié. Rima Hassan, Erzilia Soudé, Mathilde Panot ont fait des réunions en commun avec Salah Hamouri, qui est un membre du bureau politique du FPLP, qui est une organisation classée terroriste en Europe. Ils n'ont pas porté plainte quand je l'ai écrit, quand j'ai diffusé les photos. Puis alors bon, moi, je suis journaliste, que j'aille rencontrer des talibans, des mecs d'Al-Qaïda, c'est normal. Qu'un politique, à la limite, dans une mission d'ailleurs, moi je pense parlementaire, puisse le faire éventuellement pour comprendre. Je ne sais pas si c'est normal, mais bon, le problème c'est que quand ces gens-là publiquement félicitent Salah Hamouri, je ne sais pas comment on peut qualifier ça juridiquement. Salah Hamouri, je voudrais vous le dire quand même, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, il a été condamné en fait pour avoir préparé un attentat contre le grand rabbin d'Israël, donc un attentat terroriste, et il est membre d'une organisation terroriste. Et lui dit, c'est pas vrai. Sauf que le bureau du FPLP, aujourd'hui, le bureau politique du FPLP dit bien qu'il en est membre. Je vais aller voir le site internet parce que je suis pas très intelligent, donc je suis allé juste voir, il en est membre. Donc c'est un vrai problème. Et donc je suis confronté à ça, mais je suis confronté aussi à des jeunes influenceurs irano, un jeune influenceur, Shaheen Azami, qui est irano-algéro, donc d'origine iranienne, algérienne, et française, en tout cas il a la nationalité française dans la région parisienne, sur lequel j'ai sorti un sujet parce que ce garçon-là qui était reçu en Iran au ministère des Affaires étrangères en grande pompe, là je pense que ce sera plus le cas parce qu'il a été bombardé le ministère des Affaires étrangères, mais ce monsieur nous expliquait régulièrement, attention il a des centaines de milliers de followers, il est reçu, il était reçu sur France 24, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, hein. J'ai fait des reportages pour France 24, mais là franchement c'est quand même un peu déconnant. Ce monsieur comment dire, considère que, alors il va passer régulièrement des séjours quand même en Iran, il se rend à Rome. Rome c'est la ville la plus religieuse en fait d'Iran, mais c'est la ville où on forme les agents d'influence étrangers qui travaillent pour la République islamique d'Iran. Et ce monsieur-là, bon, il a été arrêté à la suite d'un de mes articles, hein, donc voilà, il a été arrêté, il passe en jugement en juillet. Je sais pas ce que dira le juge ou la juge, juste pour apologie du terrorisme, parce que disons qu'il a tendance à effacer ce que font les organisations terroristes comme le FPLP qui viole, le Hamas qui viole, le djihad islamique qui viole, etc. Je vais pas tous vous les énumérer, il y en a beaucoup en fait à Gaza, en disant que ce sont des mouvements de résistance. C'est pas simple, hein, parce que répéter à l'envi cela, c'est repris en fait par des médias, c'est même repris par des politiques, des parlementaires, des ministres parfois, d'accord. Et donc mon travail d'enquête s'en trouve évidemment compliqué. Mais c'est le but de la République islamique d'Iran, évidemment, qui emploie ces gens-là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la République islamique d'Iran, elle utilise qui pour employer un mec comme monsieur Shaheen Azami, par exemple, comme un influenceur sur les réseaux sociaux? La force Al-Quds, celle qui forme le Hamas qui viole, qui a commis un pogrom, je crois que je vous apprends rien, le 7 octobre 2023. Ok? Alors, moi, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, on verra ce que dit la justice. En tout cas, ce qui est sûr, moi, je travaille beaucoup à partir d'images et de photos. Donc, le Shaheen Azami, évidemment, quand j'ai publié mon enquête sur lui, c'était à partir de photos qui étaient quand même assez questionnantes le concernant. C'est pour ça qu'il a fini entre quatre murs. Et on va pas pleurer pour ça. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui le défendent. Et si vous voulez, je sais pertinemment que la justice comment dire, je découvre d'ailleurs, hein, moi, c'est pas la semaine dernière, je découvre la justice en fait en ce moment beaucoup. Je trouve qu'il y a des magistrates femmes extraordinaires. Sincèrement, elles sont quand même, je trouve, épatantes. Mais il peut y avoir aussi des magistrats parfois qui n'ont pas la connaissance que nous journalistes nous avons en fait. Vous comprenez? Et lui, il est jugé. Moi, je suis pas convoqué. Je comprends pas pourquoi, parce que j'aurais aimé moi être convoqué par le magistrat pour dire comment j'avais enquêté sur lui, à partir de quoi j'avais récupéré mes informations, et notamment les photographies évidemment que j'ai, parce que ça c'est mon jackpot. Et non, voilà. Et donc vous voyez bien que c'est jamais simple. On reproche beaucoup aux journalistes de pas faire le job, de pas faire leur boulot. Qu'est-ce que je l'entends? Et pourtant, je vous garantis enfin en tout cas, moi je suis entouré de copains comme moi, grands reporters, qui essayent de le faire au mieux, mais ce n'est pas simple parce qu'il y a des questions à un moment donné de droit. C'est
une évidence, et heureusement. Mais il y a des questions d'influence, et puis parfois, vous savez, un magistrat, il peut pas être au courant de tout ce qui se passe sur la planète, hein, de tout ce que font le Hamas, pourquoi le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans, c'est quoi les frères musulmans, Khomeini, ouais, c'est très compliqué. Voilà. Alors ça nous empêche pas, nous, de sortir dans la presse, mais vous savez, il y a trop de presse aujourd'hui probablement, une information chasse l'autre, et on est très ému en fait, comment dire, pendant un jour ou deux, et puis il y a une autre chose en fait qui, une autre chose qui arrive. Et je trouvais donc intéressant quand Monsieur Assayag nous a proposé en fait de venir chacun, évidemment qu'on vienne avec Aurélia, parce que je pense que nos tâches, si je puis dire, nos professions, nos engagements sont extrêmement complémentaires, mais je pense aussi que nous sommes les garants, nous comptons en tout cas parmi les garants de la démocratie, parce que tu es là pour dire toi le droit à un moment donné, mais je suis là moi pour expliquer à un moment donné, pour aller chercher en fait, pour aller enquêter. Je suis pas un policier, voilà. Mais parfois, comme je discute beaucoup avec des policiers, je trouve qu'en fait on fait un peu des fois le même métier en fait finalement, parce qu'on a presque les mêmes méthodes. J'ai moins de moyens qu'eux, mais en tout cas on a parfois presque les mêmes méthodes. Voilà, moi je voulais vraiment vous parler de ça dans ce moment en plus, qui est un moment particulièrement douloureux pour vous, pour moi, parce que évidemment vous êtes juifs pour la plupart. Je suis moi, d'origine iranienne. Nos deux pays s'affrontent ce soir. Monsieur, je vois que vous avez une médaille autour de vous, une plaque Bring Them Home, je crois, non? J'ai vu ça en Israël. Voilà, j'ai perdu la mienne. Si vous en avez une de rechange, je veux bien que vous me l'offriez. Je suis de tout cœur avec vous, et pourtant, croyez-moi, j'ai des proches aujourd'hui qui sont bombardés par l'aviation israélienne en Iran. Je pense que mon métier, loin de l'émotion, avec l'émotion très souvent aussi, c'est de dire les choses de façon assez factuelle, et c'est de toujours ramener les choses, je dirais, à la paix, à la démocratie. Moi, je fais ce métier-là pour ça. Je vais sur des terrains de guerre parce que je vous dis, j'adore voyager. Un de mes copains, un de mes confrères, qui est un très grand reporter, que vous voyez de temps en temps à la télévision, il m'a dit un jour que j'aurais pu être hôtesse de l'air, tellement j'aimais voyager. Et je lui dis, bah ouais, t'as raison, c'est vrai, en fait, j'ai pas eu beaucoup d'imagination. Voilà. Mais quand même, on va chercher des informations. Notre métier n'est pas un métier que de plaisir. C'est souvent un métier, en fait, extrêmement douloureux. Aujourd'hui, mon métier est particulièrement douloureux. Je ne suis pas en Iran. C'est la première fois que j'ai à traiter d'un conflit, alors que je suis à Paris. Quand je traite d'un conflit, en général, je suis sur zone. Je peux pas aller en Iran. Si je vais en Iran, je serai arrêté et condamné, puisque je suis considéré comme un opposant. Moi, je suis opposant à rien. Je suis juste contre les islamistes. Voilà. Et parce que ça me paraît être du bon sens d'être contre les islamistes. Et ce soir, contrairement à Aurélia, qui est beaucoup plus organisée que moi, je suis venu sans notes, mais j'aurais eu l'impression, j'avais pas envie de venir avec des notes. J'en ai des toutes faites en fait dans mon sac qui est derrière. Je crois que ce soir, il y a aussi un besoin d'échange à partir de ce qu'on vous a dit sur le fait qu'il y a encore dans une démocratie des gens qui font le droit et qui punissent les gens qui nous font du mal, qui vous font du mal ou qui font du mal à vos proches, qui punissent les gens qui font du mal parce que les saloperies syriennes que tu as jugées, pardon, je suis pas, mais les saloperies syriennes que tu as jugées, ce sont les mêmes, si tu veux, que voilà, Syriens, Iraniens. On sait exactement comment ces deux régimes, ont enfanté ensemble des bourreaux. Voilà. Et donc ce soir, je voulais vous dire surtout, et je pense que vous allez me poser des questions, vous allez en poser à Aurélia, vous dire surtout que j'étais très ému d'être là. Je voulais remercier Monsieur Assayag d'avoir accepté notre proposition de venir ensemble. C'est probablement Aurélia avec Irbod Degani Hazar, qui est un grand avocat à Paris, que j'estime le plus dans le monde du droit, parce que ce sont deux personnalités engagées, deux personnalités courageuses. Je sais ce que c'est que de prendre des risques, je fais que ça depuis 30 ans sur le terrain. Irbod et toi, vous êtes pour moi des, j'allais presque dire mes stars un peu, j'ai Bob Dylan aussi, mais je pense que vous êtes des gens incroyables. C'est important qu'on nous entende, ensemble. En tout cas, les trois, je trouve qu'on est très complémentaires dans ce que nous disons. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Je me fais, peut-être le porte-voix des Iraniens pour vous dire qu'on se soucie beaucoup de vos familles et de vos proches en Israël. Évidemment, on se soucie des nôtres en Iran. Plus que jamais, on doit être unis. Plus que jamais, on doit porter la voix de la démocratie ce soir. Et j'arrête là parce que je vais pas vous donner des leçons de... Voilà. Bien, à vous dire tous deux, vous êtes passionnés et passionnants. Pour vous, madame, aujourd'hui, le mot génocide,
l'on entend en permanence. Quand est-ce qu'on va pouvoir donner une vraie sémantique? À mesure où, je pense aux insoumis, en disant, mais même l'ONU parle de génocide, que ce soit en Israël ou ailleurs, on n'en parlera pas du Soudan. Comment le droit peut pouvoir rectifier cette notion de génocide et de tout ce dont c'est pas une question facile parce qu'en réalité, les paroles vont plus vite que les enquêtes. C'est bien le problème. Et une fois que les mots sont prononcés, comme tu le disais pour d'autres leitmotivs, ça infuse, etc. Je crois qu'en réalité, c'est par l'éducation des uns et des autres à la prudence et à l'esprit critique que déjà on peut essayer d'avancer un petit peu. Alors quand est-ce que le droit peut dire s'il y a ou pas tant, à mon avis, tant que le conflit est en cours, qu'on ne peut pas aller sur place, décortiquer un certain nombre de choses et faire des vraies enquêtes complètes. Moi, je pense qu'aucun juriste sérieux ne peut se prononcer sur des qualifications. Alors peut-être que certains trouveront que je suis trop prudente, mais je pense que c'est une faute dans nos métiers à nous de partir sur des qualifications. On peut, puisqu'on sait qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis par la Cour pénale internationale contre des dirigeants du Hamas et contre des dirigeants israéliens. Pour être un peu complète sur là-dessus, ces mandats d'arrêt, c'est sur qualification de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Quand on lit sur le site de la Cour pénale internationale la motivation de ces mandats d'arrêt, c'est intéressant quand même de comparer, de mettre... alors, on a l'impression qu'on renvoie dos à dos sur les qualifications. Alors moi, c'est la première réaction que je me suis dit, tiens, quand même, était-ce vrai, raisonnable, etc. Et quand on regarde la justification, on a 90% de la justification côté israélien qui est en fait crime de guerre, avec éventuellement peut-être crime contre l'humanité, je schématise. Et puis quand on lit les justifications des mandats d'arrêt du Hamas, on voit les 90% crimes contre l'humanité, et il y a aussi les crimes de guerre. C'est intéressant de voir que derrière les qualifications, on renvoie dos à dos, malgré tout, dans la justification, on était dans quelque chose d'assez inversé. Personne n'est allé regarder dans les journalistes pour essayer de regarder ça. Quand même, c'est public, c'est sur le site internet. C'est pas inintéressant quand même de regarder ça. Et quand même, et parce que là encore, on ne le dit pas, les mandats d'arrêt au niveau de la Cour pénale internationale sont des mandats d'arrêt qui ont été demandés par le procureur à la chambre préliminaire. C'est un stade très préliminaire qui utilise le conditionnel. Quand on est dans un système français, le mandat d'arrêt, il arrive à la fin, quand ça vaut une mise en examen et que vraiment, il y a des éléments très, très solides. Là, en réalité, on est au début d'une enquête de quelque chose. Personne n'est allé à Gaza. Personne n'y est allé. Et d'ailleurs, même avant le 7 octobre 2023, alors qu'il y avait une enquête qui était ouverte sur la situation palestine devant la Cour pénale internationale, pour des faits qui pouvaient remonter à 2014, malgré tout, les enquêteurs de la CPI n'ont jamais été autorisés à y aller. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que, évidemment, on est quand même dans un stade préliminaire. Il faut avoir toute cette prudence-là. Donc, évidemment, cet esprit critique-là, on le lit très peu et on l'a très peu. On ne sait pas ce que ça donnera. Mais effectivement, alors il faut savoir quand même que le terme de génocide peut avoir une implication politique. Il est parfois utilisé de manière politique parce que, selon la Charte des Nations Unies, c'est le seul cas où les Nations Unies ont une obligation d'intervention militaire, d'interposition et de participation au conflit. Et donc, en réalité, ceux qui veulent pousser les Nations Unies à intervenir, au-delà de ce qui serait des forces de maintien de la paix éventuellement, etc., mais donc une intervention, doivent dire ce mot. Donc, on voit très bien que l'importance de ce mot aux Nations Unies, avant même de savoir s'il a une vraie réalité. Voyez. Donc, mais évidemment, tout ça prend du temps. À titre personnel, je suis très réservée sur cette qualification. Peut-être que des crimes de guerre sont commis. C'est très compliqué le crime de guerre parce que, comme on l'a vu dans la définition, on peut très bien respecter le droit de la guerre
90 jours sur 91, et puis un jour commettre un acte qui est un crime de guerre parce qu'on n'a pas respecté certaines règles. Donc ça veut dire que tout s'analyse au cas par cas. On n'est pas dans le crime contre l'humanité, etc. Là, c'est du cas par cas. Comment voulez-vous savoir si chaque action tous les jours au cas par cas est un crime de guerre sans une énorme analyse? On sait aussi que sur des bombardements, notamment d'hôpitaux, plusieurs experts ont été sollicités par la Cour pénale internationale. Donc, on travaille sur le satellite, sur la balistique, sur les angles, etc., sur un certain nombre de choses, sur tout ce qu'on peut avoir d'images sur les destructions. Vous avez des situations où deux experts, à partir des mêmes éléments, ont conclu différemment. Donc, parce que c'est une matière compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là encore, moi, je pense que vraiment, il est urgent d'être extrêmement prudent sur les qualifications. Vraiment. Ah ben, les journalistes, en général, sont pas, n'attendent pas. Hein, c'est le moment où il faut dire quelque chose tout de suite. Alors, ma question, c'est pour vous, Emmanuel. Je voulais savoir, l'opération Réveil du Lion. Le Lion, c'est par rapport au drapeau iranien. Elle pourrait se terminer, d'après ce que disent les médias, parce qu'Ali Khamenei sera tué. Ils ont dit, et Donald et Trump n'est pas d'accord. Parce qu'ils ont dit, s'il est tué, la rue se lèvera. Vous ne pensez pas que le fils du Shah devrait faire comme Khomeini, venir en Iran, ça encouragera le peuple à se révolter? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, il y a, comment dire, un premier point aujourd'hui, c'est que Donald Trump change d'avis à peu près toutes les 2 heures. Donc, peut-être que demain, il sera d'accord pour le faire buter, je n'en sais rien. De toute façon, quand bien même Ali Khamenei, qui est le guide de la République islamique d'Iran, mourrait demain, je ne suis pas sûr que ça arrêterait tout. Parce qu'il y a quand même une constitution en Iran, même si c'est un régime tyrannique, despotique, il y a des institutions qui sont pensées pour préparer la succession, si vous voulez, du guide. Il y a un comité déjà, c'est-à-dire que si le guide meurt demain, vous avez un comité, si vous voulez, de sages, une assemblée d'experts, si vous préférez, qui va tout de suite assurer en fait la continuité de l'État en attendant qu'on nomme un nouveau guide, d'accord? Donc il y a déjà ça. Mais admettons, à la limite, il faut quand même préparer les oppositions à prendre le pouvoir en Iran. Je crois que si le prince Reza Pahlavi, dont vous parlez, allait demain en Iran, il y a de grandes chances qu'il soit tué par les Iraniens quand il arrive. Donc voilà, donc il faut créer les conditions, je dirais, d'un retour, voilà, d'un retour, je dirais, des oppositions iraniennes, parce que il y a bien sûr le prince Reza Pahlavi, qui est le principal, je pense aujourd'hui, opposant, mais il y a d'autres formations parmi les oppositions qu'on peut pas négliger, qu'on peut pas laisser de côté, et donc c'est une coalition des oppositions démocratiques, laïques, iraniennes très probablement, qui doit se préparer à assurer le pouvoir pour autant que le régime tombe. Ce qui apparaît évident au regard en fait des dernières frappes, en tout cas de ces dernières 24 heures, c'est qu'Israël est en train d'accélérer le tempo et veut un changement de régime. Je crois que ça apparaît clair pour tout le monde. Il faut souhaiter que ce soit le cas, mais il faut que ce soit le bon changement de régime, parce que si c'est un changement de régime islamique, pour un changement de régime, par exemple, avec Mariam Rajavi qui tient les Moudjahidines du peuple, franchement, je crois que je suis pas prêt de retourner en Iran. Ça va dire bonne non plus d'ailleurs. Il nous accompagnera pas non plus, je crois. Voilà. Parce qu'on aura échangé des islamistes contre des islamo-marxistes. Compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, voilà, ça peut pas se faire comme ça en 24 heures. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller vite. J'espère que le prince Reza Pahlavi et d'autres, hein, pas que lui, parce que je pense que voilà, je pense que lui est très brillant. Je l'ai interviewé pour Paris Match. Je pense que c'est quelqu'un qui porte des valeurs démocratiques, qui est habité par cela, mais il a conscience lui-même qu'il doit réunir un certain nombre de gens autour de lui, comprenez? Il faudra bien faire un gouvernement, il faudra bien avoir un parlement, il faudra bien travailler sur une constitution, ils le font déjà, mais c'est énorme le travail qu'il y a à faire, et puis il y a la réconciliation sur laquelle il faut travailler. Donc il ne faut pas n'importe qui non plus en Iran demain. Vous voyez, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale en France, il y a des vichistes qui se sont retrouvés président de la République, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens quand même qui ont pu voilà, et être du mauvais côté et puis rejoindre. Voilà, c'est ce qui se passe en Iran en ce moment. Vous avez des gens qui ont travaillé pour le régime et qui rejoignent en fait aujourd'hui la résistance. Alors c'est peut-être tardif,
mais n'empêche que ces gens-là donnent des informations, et des informations qui permettent d'aller frapper des cibles, en tout cas très précises. Bien sûr, non mais il y a des démissions et des défections, je le racontais hier en plateau, évidemment il y a des défections qui coûtent cher à Israël, je crois, financièrement, mais en tout cas, voilà, bref, tout ça fait que il y a des engagements qui sont pris, c'est complexe, une transition dans un pays, je crois que tu le sais, n'est-ce pas? C'est très complexe, voilà, et on espère que tout ça, en fait, ira vite, mais il y a aussi une chose qui est importante, monsieur. Moi, je considère que ma famille a été prise en otage par la République islamique d'Iran depuis 46 ans. Je vois votre médaille, c'est pour ça que ça m'a beaucoup impacté, parce que je l'avais moi autour du cou, mais comme je fais n'importe quoi, je passe mon temps à bouger dans tous les sens, je l'ai perdu. Et nous avons ça en commun, nous avons le même ennemi et nous avons le même bourreau, Ali Khamenei. Voilà, c'est sa force al-Quds des gardiens de la Révolution, etc. Voilà. Donc pour ma réponse, mais j'espère que ça ira très vite. Mais Merci. Merci à tous les deux. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez, je le porterai. Merci. Comment qualifieriez-vous les actions horribles des mollahs vis-à-vis du peuple iranien lui-même? Est-ce que ça rentre dans une qualification? Voilà. Ah oui, c'est une très bonne question. Alors évidemment, avec toujours du conditionnel, mais ça c'est mon petit travers de magistrat qui a besoin d'avoir enquêté. Si effectivement ce que dit Emmanuel est vérifié sur la systématisation des process, le caractère généralisé systématique, on peut penser à du crime contre l'humanité. Je crois même qu'effectivement d'autres que moi l'ont dit aussi. Donc on pourrait partir sur cette qualification, qui pourrait d'ailleurs permettre, si certains y ont participé et se trouvent en France, d'appliquer cette compétence universelle et qu'il y ait des plaintes qui soient déposées en France, quand bien même les victimes sont en Iran et ça s'est passé en Iran. Et ça, évidemment, c'est pas inenvisageable. Alors c'est pas, nous, on n'a pas forcément les moyens de savoir qui est là, qui est présent, qui y a participé, mais là où je mets une réserve par rapport à ce que tu as dit, le travail que tu fais, les recherches que tu fais, les informations que tu peux avoir peuvent être des sources extrêmement importantes pour nourrir au moins des plaintes, des alertes pour alerter effectivement la justice pour qu'on démarre des enquêtes. Donc ça ne sert pas à rien du tout pour la justice, loin de là. Donc je pense que les qualifications de crimes contre l'humanité pourraient être sérieusement envisagées. Et ce qui pourrait être extrêmement intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, en effet, il y a des techniques similaires par les proxys, etc., les liens entre la Syrie et l'Iran. Moi, je trouve que effectivement, il y a quelque chose de très très intéressant à travailler là-dessus, parce qu'il y a des gens qui viennent en France, qui sont en France, qui ont des résidences habituelles, qui scolarisent leurs enfants, qui ont des comptes bancaires, qui ont des jolis appartements dans le 16e arrondissement, et qui pour autant participent, ne serait-ce qu'à financer ces régimes, financer un certain nombre de crimes. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais on peut être tout à fait concerné par le financement de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité. Ça peut être un biais de poursuite très intéressant. On l'a fait dans un certain nombre de cas. On le fait par exemple pour des entreprises qui peuvent prêter leur concours. Quand en Syrie, on a des entreprises qui ont participé, alors il y a la Farge, bien sûr, à la fois financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité par ce financement du terrorisme, mais on a aussi des entreprises françaises qui sont aujourd'hui poursuivies pour avoir apporté de la logistique autour de l'arme chimique utilisée par Bachar al-Assad, et qui ont pignon sur rue, sur la Côte d'Azur, etc. Donc ça, bien évidemment, on le sait pas forcément tant que c'est pas médiatisé, mais en effet, il y a tout ça qui peut être fait. Donc sur ces qualifications, oui, crime contre l'humanité, ça me paraît très très intéressant à explorer comme qualification. Alors peut-être rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, le magistrat français, quand il est confronté notamment à des dossiers d'apologie du terrorisme, il est parfois un peu démuni, parce que si les propos étaient si limpides et pas parfois un peu sinueux,
ça serait plus facile. Et on a eu à traiter devant nos juridictions. Ça m'est arrivé également puisque j'ai dû juger le secrétaire général de la CGT 59 pour apologie du terrorisme, pour des tracts qui avaient été, c'est public, j'ai le droit d'en parler, que j'ai jugé ça. Donc il a été condamné pour apologie du terrorisme après une audience de 6 heures qui, je crois, s'est tenue dans la sérénité, malgré les barnums de la CGT et les meetings politiques qui étaient devant le tribunal de Lille pendant que l'audience se tenait. À l'intérieur de l'audience, ça a été d'une très grande tenue. Le dialogue a pu avoir lieu et effectivement, le travail de sémantique sur ce tract qui avait été sorti, mais je pense qu'on devait être le 9 ou le 10 octobre 2023, juste après. C'était le secrétaire général, Monsieur Delesco, secrétaire général de la CGT 59, qui est toujours présumé innocent puisqu'il a interjeté appel de mon jugement et donc il doit être rejugé par la cour d'appel de Douai. Donc pour l'instant, effectivement, il a été condamné qu'en première instance. Mais on est forcément un peu démunis. Ça demande beaucoup de travail, de recherche pour essayer aussi et de recherche et de jurisprudence et beaucoup de magistrats n'ont pas forcément cette matière pour pouvoir s'y plonger. On peut se tromper sur ce genre de choses parce que, en effet, je vous donne un autre exemple qui est en dehors de l'actualité, un peu, mais la 17e chambre à Paris, qui a traité de ce type d'affaires, a relaxé il y a 20 ans Pierre Péan pour noir fureur, blanc menteur. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été condamné. Bon, il est décédé aujourd'hui, je prends peu de risques, il va pas m'attaquer non plus, mais je pense que le regard n'aurait pas été le même. Parce que la connaissance qui a été nourrie du double langage, d'un certain nombre de propos qui étaient effectivement non pas dans la négation brute, mais dans la banalisation, ont progressé. Cette connaissance, elle a progressé. Et a été condamné Charles Onana à la fin de l'année 2024 pour des propos négationnistes et par la 17e chambre, qui a là un autre regard. Donc probablement effectivement que dans le temps, on aura là encore un autre regard. Mais les jugements qu'on rend pour apologie du terrorisme, il y en a eu aussi à Paris, dans la 17e chambre, pour des propos, notamment sur les réseaux sociaux, juste après le 7 octobre, des gens qui ont été condamnés pour apologie du terrorisme. Et là, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Salah Hamouri, ça peut rentrer potentiellement sous cette qualification. Donc, il y a potentiellement sur le plan juridique des choses à faire. Et il y a une jurisprudence et on partage nos jugements. Non mais en fait, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est pas la justice. Le problème aujourd'hui, je dirais que c'est le législateur en fait en France. Le législateur, pour moi, il est notamment à l'Assemblée nationale. On a des députés qui votent des lois, des sénateurs au Sénat, enfin bref. Et si vous voulez avoir tous ces gens de LFI aujourd'hui qui se protègent par leur statut de député, mais qui collaborent avec des régimes totalitaires, l'Iran, la République islamique d'Iran en est un. Il y a 60-70 ans de ça, probablement n'aurait-il jamais été député, et quand bien même il se serait retrouvé, je pense, devant un tribunal pour intelligence avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ces gens-là ont d'abord, ils sont très forts médiatiquement, ils ont des relais médiatiques, ils utilisent les réseaux sociaux, si vous voulez, et ils font peur à tout le monde. Mais ils font peur d'abord, je pense, moi, aux autres législateurs, et pas tant aux juges, en fait, encore une fois. Je crois pas que ce soit ça le sujet. Je crois que le sujet, c'est qu'ils ont installé aujourd'hui, si vous voulez, ils ont banalisé, en fait, un discours antisémite. Moi, j'ai pas d'autre mot que ça, donc peut-être que je serais, je sais pas, condamné pour diffamation, mais pour moi, c'est antisémite. Voilà. Et c'est antisémite, pas que pour moi, c'est clairement ça. Ils se sont mis en fait en situation d'être les relais d'États étrangers qui sont des États hostiles à la République française. D'accord. Et c'est devenu banal. C'est devenu banal. Et moi, je comprends que sincèrement, quand Erzilia Soudé, qui est sotte, mais vraiment se retrouve
a félicité Salah Hamouri dans une conférence, mais si elle va chez le juge, il faut qu'il ait la connaissance que j'ai du parcours de Salah Hamouri, qui est aujourd'hui un citoyen, il est franco-palestinien, ce qui veut dire en clair qu'il vit en totale légalité en France, si vous voulez. Il a même travaillé pour l'ambassade de France, ou le consulat général, je sais plus, de France en Israël. Non, c'est sa femme, pardon, pas lui, excusez-moi. Sa femme a travaillé pour notre ministère des Affaires étrangères. Voyez-vous, donc un juge, c'est sûr qu'il m'entend moi et il entend Yassalia Soudé, c'est sûr qu'il va la trouver peut-être un peu plus sotte que moi, mais en revanche, il va se dire qu'elle fait pas d'apologie du terrorisme, puisque le gars il est là en toute légalité, qu'il est de toutes les conférences, Enfin, ces gens-là, il faut vous rendre compte qu'ils ont été reçus. Des gens qui sont proches du FPLP ont été invités quand même par des députés à l'Assemblée nationale, la France insoumise. D'accord? Donc, si vous voulez, on est aussi dans dans cette problématique-là. En tout cas, moi, en tant que journaliste aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois que je publie un papier, de toute façon, il passe chez l'avocat, chez mon avocat, voilà, mais aussi chez l'avocat du journal pour lequel je travaille. Ça passe au service juridique. Oui, mais pour le moment, il a demandé. D'accord, mais pour le moment, elle n'a pas lieu. Non, mais écoutez, aujourd'hui, on va pas se raconter d'histoire. Ceux qui font les enquêtes sur la LFI, ce sont, je crois, sans doute des policiers du renseignement intérieur, et puis ce sont les journalistes. Puis je les connais, les journalistes qui font ça, on n'est pas nombreux. Hein. On vit en permanence, si vous voulez, sous insultes, sous menaces, voilà. Bon, de ces gens-là, qui valent pas mieux que la République islamique, puisque moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste, que je suis menacé par les islamistes, et je regarde, finalement, leurs champs lexicaux sont assez proches. Chercher l'erreur. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas un changement en France, comment dire, il n'y aura pas un électrochoc, ce qui va être difficile, on a eu des tas d'attentats, ça n'a pas changé notre posture. On s'est habitué, en fait, à ça. Il y a un relativisme, aujourd'hui, en fait, dans les milieux politiques, notamment à gauche, hein, je veux heurter personne, hein, c'est pas une question de gauche-de-droite pour moi, c'est juste un constat. Il y a une parole présidentielle relativiste qui est portée, on parlait de Trump tout à l'heure qui change d'avis, mais enfin, en même temps, tous les 3/4 d'heure, à la fin, vous savez plus du tout quelle est la direction. Mais tout ça, voilà, ça impacte, si vous voulez aussi, le discours médiatique, ça impacte forcément aussi, j'imagine. Je pense qu'un journaliste, c'est un être humain, je pense qu'un juge, c'est un être humain. Et donc, à un moment donné, on se dit, ouais, bon, et finalement, en quoi Rima Hassan, elle a été entendue quand même plusieurs fois par les policiers, elle est ressortie les mains dans les poches. Moi, à la suite, j'ai été convoqué au Sénat en février. On m'a interrogé, en fait, j'ai été convoqué au Sénat en tant que journaliste, en tant que grand reporter, pour témoigner des enquêtes que j'avais faites sur la LFI, les liens de la LFI avec la République islamique d'Iran via le FPLP. Voilà. J'ai convaincu les sénateurs, il y avait 32 sénateurs qui étaient là. À l'issue de ça, ils ont décidé de faire un article 40. Rima Hassan a été convoquée par les flics, elle est ressortie les mains dans les poches. Voilà. Est-ce qu'elle est convoquée? Je sais pas. À ce stade, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. J'espère qu'elle le sera. J'espère qu'elle le sera, mais quand même. La commission d'enquête éventuellement. Écoutez, un grand merci à tous les deux parce que c'était passionnant ce que vous avez dit. Moi, j'ai plus une question pour vous, une question pour vous. D'abord, je voulais dire par rapport à ce qu'on disait sur les historiens tout à l'heure, moi je ne donne pas la même valeur à un Marc Bloch ou à un Georges Bensoussan et à un Vincent Lemire par exemple. Et je veux dire que nous sommes contaminés par l'idéologie. Et ma question c'est quand est-ce qu'on interdira aux juges et aux magistrats d'être syndiqués? Parce que le syndicat de la magistrature c'est 30% des magistrats qui sont affiliés. Et je pense que nous sommes contaminés par des idéologies, mais au sein même des professions. Et de même pour les journalistes, et on a de la chance d'avoir un vrai journaliste. Je dirais que c'est reposant d'avoir un vrai journaliste en face de nous. Je vous remercie. Je suis pas le seul, heureusement. Mais... Voilà. Et je voulais dire aussi que tout à l'heure, vous parliez des méthodes de torture qui seraient inspirées de la Russie, etc. Moi, ces méthodes de torture, ce sont des méthodes, n'oublions pas que le grand moufti de Jérusalem était allié d'Hitler, que les Bosniaques étaient des sections de SS. Enfin bon, bref, que malheureusement, et depuis l'ascension d'Hitler au pouvoir,
les islamistes ont accompagné tout ce mouvement et ont été formés par les nazis. Donc je pense qu'ils ont déjà une grande expérience de ces méthodes. Alors la question aussi pour vous, c'est je suis très étonnée. Ah oui, j'ai pas fini ma question. Si c'est une autre question, c'est qu'est-ce qui a permis avec ce qui se passe dans cette commission sur les crimes de l'humanité, qu'est-ce qui a autorisé Macron à un moment de décider qu'en Algérie, il y avait crimes contre l'humanité? Voilà, ça c'est aussi une question que je voulais poser. Et puis pour Emmanuel, non, mais attends, c'est important, pour Emmanuel, dont j'ai dévoré le livre et que je vous suggère, c'est... d'accord, il y a cette guerre. Je pense qu'Israël est en train de rendre un service immense à l'humanité. Mais au niveau de la France, vous savez, on nous rebat les oreilles à longueur de journée pour dire que notre problème principal, c'est la drogue. Mais elle arrive. C'est la drogue. Dans ce livre, moi, j'ai découvert que les islamistes et les gardiens de la révolution d'Iran possédaient 25 à 26% du trafic 30 de pour la drogue cocaïne, 30 mondial. avec le Hezbollah. Mondial. Donc, ça devrait être intéressant pour les gouvernants français que ce régime soit éliminé. Donc, mystère et boule de gomme. Alors, je ne sais pas, honneur aux dames, si tu veux répondre d'abord ou si je commence, parce que ça va aller vite, moi, ma réponse. Hein, donc, alors, il y a plusieurs questions. Sur la question de l'idéologie dans les professions, je crois que c'est pas nouveau. De toute façon, il peut y avoir toujours dans toutes les professions des gens qui sont plus ou moins objectifs. Moi, je suis pas très partisane, effectivement, de associations, syndicats, etc., qui prennent des partis politiques, que le magistrat, il n'est pas là pour faire de la politique. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je marche sur un fil, vous l'aurez compris, parce que, en effet, je suis pas là pour ça, et ce serait même grave, parce que pour moi, le sens de la démocratie, c'est d'avoir des juges le plus indépendants, le plus impartial possible. Maintenant, je pense quand même que ça reste résiduel, même si on dit 30% syndicat de la magistrature, pour pratiquer plein de collègues qui sont syndicats de la magistrature, il y a cet engagement-là, et après ce sont des professionnels qui font vraiment bien leur travail, qui pèsent le pour et le contre et qui jugent pas avec cette idéologie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de venir dans les juridictions, de venir voir aussi comment la justice fonctionne. Il y a beaucoup d'audiences qui sont publiques dans tous les tribunaux. Donc venez voir comment les juges jugent. Je trouve que ça c'est intéressant parce que, et d'ailleurs on essaye d'ouvrir au maximum, de faire venir des jeunes, des scolaires. Il y a plus une seule audience maintenant où on fait pas venir des gamins, des gens qui sont étudiants, etc., pour montrer comment la justice fonctionne. Ça démystifie un peu aussi parfois certaines choses. Après, sur cette commission, les politiques disent des choses qu'ils veulent. Hein. Moi, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Peut-être qu'il a parlé à tel ou tel historien ou à tel juriste. Je suis pas sûre de vouloir me prononcer là-dessus. Oui, pour cette commission. Ça, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, si c'était votre question. Je vais répondre, moi, à votre question sur la drogue. En fait, si vous voulez, mais je ne vais pas dévoiler le livre. Vous en avez dit beaucoup de bien, alors il faudrait quand même que nos amis ici le lisent. C'est un peu teasing, quand même. Bon, écoutez, vous êtes super, merci. Je vous emmène à la télé demain avec moi. Écoutez, depuis... je vais faire un historique. Je pense que vous allez me remplacer. Je vais faire un petit historique. Les Gardiens de la Révolution, donc, se sont créés depuis Paris. Je ne sais pas si vous le savez, au fait. C'est la région parisienne, les Gardiens de la Révolution. Ça s'est pas créé comme ça à Téhéran. Pendant l'exil de l'ayatollah Khomeini. À Neuf-le-Château, ouais. Ça, c'est un peu l'apéro dans mon bouquin. Donc, il y a plein de choses après dedans. À Neuf-le-Château, Khomeini, qui avait été reçu par le président Valéry Giscard d'Estaing dans son immense, comment dire, bienveillance islamique, avait laissé venir aux côtés de Khomeini, Mohsen Chazegara, qui était un étudiant en histoire, qui vit encore d'ailleurs, et qui a dit à l'ayatollah Khomeini, ce que je vous raconte, c'est Mohsen Chazegara qui me l'a raconté. C'est le fondateur des Gardiens de la Révolution. Oui, je l'ai interviewé, ce qui était particulier parce que c'est un bourreau, en fait. Je l'ai interviewé quelqu'un qui a donné des ordres d'exécution
de gens de ma famille et proches de ma famille. Et bref, donc il est là à Paris et il dit il faut qu'on crée une armée du peuple parce que de toute façon l'armée le jour où on renversera le chat, l'armée on peut pas lui faire confiance, elle a servi le chat. Et qu'est-ce qu'on fait? On va recruter des jeunes, des étudiants, machin. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les envoyer s'entraîner dans les camps de Yasser Arafat dans la plaine de la Bekaa au Liban. Déjà, c'est pour rappeler les liens entre Khomeini, les gardiens de la Révolution et Arafat. Bref, tous ces braves gens, donc, qui sont, comment dire, vénérés. J'ai revu il y a un documentaire sur Khomeini, en fait, à Neuf-le-Château, et c'est délirant, avec des propos de Sartre et alors de Foucault, qui est quand même le plus fort. Tous ces braves gens, donc, vont rentrer. Et Moshe Messiah me le raconte en rigolant, d'ailleurs. Il me dit, vous savez, on était persuadé que ça allait mettre des années avant de renverser le Shah d'Iran. Et en fait, c'est arrivé plus vite qu'on ne le pensait. Et donc, on a rappelé tous les gars qui étaient dans les camps palestiniens. Et puis, on est parti à Téhéran. Et une fois qu'on était parti à Téhéran, on a dit qu'il fallait créer, en fait, cette armée du peuple. Et on lui a donné le nom de Corps des gardiens de la Révolution islamique. C'est le Sepa, en persan. Et, il y a eu la guerre Iran-Irak. Et la guerre Iran-Irak, ils se sont illustrés parce que les mecs étaient quand même des vrais combattants. Ils avaient été quand même bien formés. Et ils sont revenus, en fait, comme des héros de la guerre. Et qu'est-ce qu'a fait Khomeini? Il leur a accordé en fait des prêts à taux zéro, des subventions, il leur a peu à peu permis de créer des entreprises, il leur a donné plein de droits, ils ont confisqué les entreprises des Iraniens. Alors, ils allaient dans les maisons de monsieur un tel ou un tel, vous voyez, en lui disant non mais vous êtes un ennemi du régime, vous avez servi en fait le Shah, voilà, on vous emmène en prison. En fait, mais par contre, on va passer par la banque, déjà votre banque, et vous allez retirer tout votre argent et vous allez nous le donner. Non mais c'est vrai, ce que je vous raconte, c'est vrai, ça se passait comme ça. D'accord? Et le mec, il retirait l'argent, il était mis en... De toute façon, il n'y avait pas le choix parce qu'on lui disait, si tu fais pas ça, on tue ta famille. Et puis, de toute façon, il disparaissait. Il y a plein de gens qui ont disparu comme ça. Ce qui fait qu'en quelques années, le corps des gardiens de la Révolution s'est rendu propriétaire de 70% à minima de l'économie, en fait, iranienne. Et ils avaient tellement d'argent que cet argent, ça a créé des fortunes. Et ces fortunes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à investir, en fait, dans des plans immobiliers chez le voisin turc. C'est sympa, la Turquie. Donc, ils sont allés déjà investir là-bas. De la Turquie, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient investir aussi un peu en Azerbaïdjan. Enfin, c'est parti partout jusqu'au Venezuela. Ils sont dans le monde entier. Puis, très rapidement, ils sont rentrés en contact avec des cartels de la drogue, en fait, colombiens, notamment. Il y en a pas que, il y a ça, il y a aussi en Uruguay, etc. Mais bref. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi, en fait, dans le business de la drogue pour blanchir le pognon de la drogue. Ils ont investi dans des casinos à Macao, entre autres. OK? Enfin, bref. Alors, il y a eu une énorme opération qui a été montée par les services secrets français et les services secrets américains il y a quelques années. Cette opération, je ne veux pas trop vous le dévoiler, mais il se trouve que je connais bien l'un des protagonistes, qui est un ancien agent de la DEA, l'agence qui est en charge de lutter contre la drogue aux États-Unis, qui a été un agent infiltré. Il m'a raconté l'histoire. Et en fait, si vous voulez, ils ont réussi à démanteler un réseau qui comprenait le corps des gardiens de la Révolution, le Hezbollah, la milice chiite pro-iranienne libanaise. Pas une milice chiite, en fait, c'est le corps des gardiens de la Révolution. C'est la réplique du corps des gardiens de la Révolution au Liban. Ça, voilà. Et ensemble, ce sont ces mouvements-là, ces organisations-là qui ont pris contact avec la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, avec les cartels colombiens, OK, pour faire le deal. Nos services français, les services de la DEA, ont monté une opération. Il y a une enquête qui a duré presque 10 ans. Ils ont réussi à faire tomber les principales têtes à Paris, parce que les mecs étaient, pardonnez-moi, j'espère que tu me pardonneras, mon langage cru, ils étaient aux putes dans les grands hôtels de Paris. Et donc, ils les ont fait tomber, ils les ont pris là. Ils ont été, en fait, mis en prison. Sauf que, dans la foulée, le président Rouhani est venu rendre une visite au président François Hollande. Et donc, tous ces braves gens ont été libérés, ils sont partis dans la nature. Bon, il y en a quelques-uns de second couteau, en fait, qui ont été jugés, mais les principaux, et donc, sont partis. François Hollande, je crois, vous dira qu'ils n'ont jamais abordé ce sujet-là pendant, voilà. Mais, alors, il y a aussi quand même un problème, c'est qu'à ce moment-là, nos services, avec les services américains, avaient prévu de faire un communiqué de presse commun, ce que je raconte, je crois, dans le livre. Évidemment, on leur a dit de ne plus faire de communiqué de presse, parce qu'ils devaient évidemment, devaient célébrer devant les médias la réussite de cette opération absolument incroyable, qui, grâce à François Hollande, écoutez, a été totalement annulée. Donc, c'est reparti, en fait, de plus belle. Voilà. Et donc, aujourd'hui, très clairement, pour répondre à votre question, je sais pas d'ailleurs si c'était vraiment une question, mais... Pourquoi ne s'intéresse pas à ce que ça se soit anéanti au moins? Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a des raisons politiques. Mais pourquoi? Attendez, mais à la fin de l'histoire, c'est parce qu'en France, François Hollande avait peur qu'il y ait des attentats terroristes. Parce que vous imaginez bien que Rouhani, quand il vient se pointer face à lui,
il lui dit quand même qu'il peut y avoir un danger. Je vous rappelle qu'il y a une ambassade de la République islamique d'Iran, je l'ai dit à la radio tout à l'heure, parce qu'on m'a parlé de l'ambassadeur. Je sais pas pourquoi on parle de l'ambassadeur à moi, des journalistes, et j'ai dit, mais vous savez que l'ambassadeur, en fait, d'Iran, enfin, c'était sur Radio J, enfin, il sert un régime qui est un régime d'assassins, en fait, qui viole des femmes, etc., etc. Donc l'ambassadeur et son numéro 2 que j'ai croisé à la télé hier, nous a fait passer par des pouvoirs différents. C'était drôle. Et j'ai dit, c'est pareil, enfin, on les connaît, c'est des gens des services iraniens. Voilà, je te dis parce que si jamais je passe devant un juge que tu connais pour diffamation, ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai les éléments. Donc voilà, et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, comme on a peur de la menace terroriste, voilà, l'autre chose, le couillon de numéro 2 d'ambassade, parce que je dis couillon parce que ça fait des années qu'il est en France et qu'il parle, il baragouine le français, il aurait pu apprendre, mais ce mec qui organise des soirées sympas, machin, avec des journalistes, des diplomates et compagnie, je vous passe parce que j'ai des échanges de SMS de certaines personnes que vous voyez à la télévision qui disent qu'est-ce que c'était bien la soirée avec voilà. Et bref, donc si vous voulez, ce monsieur-là, il est aussi chargé de coordonner quand les services secrets depuis Téhéran on lui demande d'organiser des opérations en France. Voilà, c'est lui qui est chargé de coordonner tout ça avec d'autres personnes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes devenus les interlocuteurs institutionnels depuis 46 ans, et ben en fait de factotum d'un narco-État terroriste qui tuait plein de gens en plus en France, faut pas l'oublier. Ils ont assassiné quand même plein de gens et on flippe. Voilà. Donc moi le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir, on a un gouvernement, si vous voulez aujourd'hui, qui veut lutter à raison. Que ce soit Darmanin, que ce soit Monsieur Retailleau, de ça, très bien, qui luttent, ils ont raison, voilà. Mais le problème, il est vaste parce que on lutte. J'ai entendu Emmanuel Macron, je crois comme vous, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait faire avec l'Iran, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vraiment il veut lutter contre la drogue, au-delà du nucléaire, parce qu'on nous parle que du nucléaire, mais l'Iran, c'est des gamins français qui prennent du Captagon, de la cocaïne, de l'héroïne, qui arrivent via le Havre. C'est pas moi qui le dis, c'est dans des rapports très publics des services de renseignement, notamment de la DEA. Il suffit d'aller en fait sur le site. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très sourcé mon livre. Vous verrez parce qu'à chaque fois quand même, j'ai été super prudent. J'ai hyper sourcé. Je peux vous dire que j'ai fait des vérifications de malades, que les avocats ont vraiment bossé en fait, planché là-dessus. Donc, il y a des organigrammes. Alors, dans le prochain qui sort en octobre, madame, vous allez être contente parce qu'il y a. Alors, je suis désolé, s'il y avait un nouvel organigramme, ils ont tous été tués. Mais n'empêche qu'il avait terminé un jour. Voilà. Donc, j'arrête là. Merci. Je voudrais revenir un peu sur la première question concernant le génocide, qui, moi, me traumatise complètement parce que toute ma famille a été assassinée par la Shoah barbare en Biélorussie. Donc, vous voyez, quand on parle de génocide, je sais exactement de quoi il s'agit. Comment se fait-il qu'on ne reporte pas sur la définition de Lemkin, qui est très claire, et on sait très bien actuellement à Gaza qu'il n'y a pas d'Aïssan Open qui rentre dans un village et qui tue tout le monde. Il n'y a pas de concentration non plus à Gaza. Donc j'étais un peu surpris par votre prudence. Je pense qu'actuellement, il y a une évidence qu'il n'y a pas de génocide à Gaza si on se base sur la définition de Lemkin. Donc comment se fait-il qu'on ne peut pas plus protester contre ça maintenant? Et je vous rappelle que sur France 2, un média public, on a osé dire Gaza égale Auschwitz. Et on ne peut même pas porter plainte contre ces abrutis. Non, ma prudence, elle est au contraire, effectivement, un peu dans le sens de ce que vous dites, mais par contre que je vais un peu modérer, parce que effectivement, il y a eu depuis d'autres formes de génocide. Le Rwanda, ça ressemble pas au génocide pendant la Shoah. Pour autant, c'était un génocide. Donc, effectivement, il ne faut pas forcément qu'il y ait des camps de concentration, des Einsatzgruppen pour qu'il y ait un génocide. Maintenant, effectivement, ça peut prendre d'autres formes. Mais là où en réalité on se pose pas beaucoup la question, c'est sur le cœur de l'intention. Personne se pose la question. On part, c'est ce que je disais tout à l'heure, on part du mort en quelque sorte et on dit s'il y a beaucoup de morts, c'est qu'il y a un génocide. Je caricature. Et c'est un peu ce que les gens disent de manière un peu triviale. Or, en l'occurrence, effectivement, c'est pas là que se place la définition, puisqu'elle se place dans l'intention de l'auteur. Si des crimes sont commis
à mon sens, si vous voulez mon point de vue juridique, ils peuvent éventuellement l'être sur la qualification de crime de guerre, où là, on n'aurait pas assez pris de précautions, pas de discrimination entre combattants et civils, ou problème de proportionnalité. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça s'étudie au cas par cas. Parce que là, ça a du sens, puisque c'est le sens même des actions qui sont menées. Donc là, on oublie le sens, en fait, le sens des actes. Et on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de confusion et de crimes en même temps qui peuvent être commis dans les mêmes situations. Avec la complexité maintenant qu'on a des groupes à caractère terroriste, alors bien sûr le Hamas, mais il y en a eu beaucoup en Syrie, il y a Daesh, groupes terroristes qui sont aussi des groupes armés dans le cadre de conflits, donc qui commettent aussi des crimes de guerre, qui commettent aussi des crimes contre l'humanité et qui parfois commettent des crimes de génocide. Et tout ça sont les mêmes groupes qui les commettent. Par exemple, le Hamas, on peut distinguer éventuellement ce qui se passe le 7 octobre, qui à mon sens peut trouver une qualification de crime contre l'humanité. En tout cas, c'est pas déraisonnable de le penser et d'enquêter sur ce point. Je crois qu'il y a même des plaintes qui ont été déposées en ce sens à Paris. De ce qu'il peut y avoir ensuite, par exemple, de crimes de guerre, voyez. Et parfois, on est dans des temporalités qui sont proches. Mais effectivement, vous voyez pas ma prudence comme oui, il y a peut-être un génocide. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très peu convaincue par cette qualification, très honnêtement. Et elle est effectivement, à mon avis, on se trompe même historiquement. Il y a quelque chose qui à mon avis, est dans l'erreur. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder précisément s'il y a des erreurs qui sont commises ou des crimes qui sont commis. Mais encore faut-il bien les qualifier. Parce que c'est rendre service à personne de mal qualifier les choses. Mais vraiment à personne, en fait. Encore une question ici, s'il vous plaît. Bonjour, déjà merci pour vos interventions. Je suis député du texte. Alors, j'ai une question d'abord pour M. Ragani, donc pour Kamal de Vos. Alors, M. Ragani, Salah Mouri, quand il est revenu en France en 2014, il a pris son bateau terrain et il est passé dans une petite ville de France, donc en province et en banlieue, sur des fonds publics, avec l'approbation des maires locales, pour parler des affaires palestiniennes, évidemment, qui est du FLP, mais également pour remettre en cause sa condamnation par la justice israélienne. D'ailleurs, les détracteurs, en fait, soutien de Salah Mouri remettent en question sa condamnation, et il y a tout un récit par rapport à ça. On a aujourd'hui une problématique qui est l'utilisation de fonds publics, c'est-à-dire l'entrée et des fonds qui sont utilisés par les gens. Les gens ont peur d'agir devant les tribunaux administratifs contre ça. Il y a également un problème où les préfets n'ont pas du tout mis dans les décisions alors qu'ils ont le pouvoir de police par rapport à ça. Donc, ma question pour vous est de savoir est-ce qu'il n'y a pas lieu là, de faire un reportage, parce qu'on arrive à une logique où en fait ce monsieur se balade librement en France avec une version de fait nationale qui est publique en France. Et surtout, il va dans des endroits, en fait, il fait un travail de terrain. Et tout ce qui est association contre-palestine, et plateforme, agrégats collectifs d'associations, c'est très réactif par rapport à ça. C'est très difficile de les empêcher. On a aussi un autre problème, c'est le financement de la cause palestinienne, dans le cadre de la cause palestinienne ramassée par le fonds public. Oui, mais c'est pire que ça. Mais alors, je vous rassure ou pas, j'en sais rien, mais moi, j'enquête sur ces choses-là. D'abord, j'ai publié des choses là-dessus. Et je continue d'enquêter en fait là-dessus. Simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a deux types de journalistes. Vous avez les journalistes qu'on appelle de news, d'actualité chaude. Voilà, moi je travaille sur le très long terme. Je suis grand reporter. Les sujets parfois prennent, avant de les sortir, vous voyez, parfois pour sortir une enquête dans Paris Match, je sais pas, je peux mettre 4-5 mois, parfois 1 an. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut y aller très armé, parce qu'aujourd'hui, comme on vous l'a dit avec Aurélia, il y a quand même le droit derrière, on peut pas raconter n'importe quoi, il faut que ce soit hyper documenté à chaque fois. Ce qui est très bien, moi je l'ai raconté, toutes les conférences qu'a donné Salah Hamouri, à chaque fois il se fait prendre en photo en l'occurrence avec des députés, etc. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une complicité en fait à un moment donné d'élus publics, c'est peut-être que je l'ai mal exprimé tout à l'heure, à savoir des députés de la France insoumise, mais aussi parfois des maires, etc. Mais c'est l'histoire du Parti communiste, qui est un parti communiste. Le Parti communiste, c'est un parti français, je parle bien, PCF, à Paris, qui va recevoir en fait des gens des services secrets iraniens.
qui bossent pour eux. Pas dans les mairies de la droite. D'accord. Donc, non, attendez, alors je vous arrête tout de suite parce que je pense qu'à droite, il y a aussi des gens qui ont joué avec l'islamisme. Et je vais pas, je pense qu'on parle d'islamo-gauchisme, je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, des gens à droite qui ont par électoralisme, etc. Alors, on a moins de cas à droite qu'à gauche, c'est vrai, mais on peut pas ne pas le dire. Si moi, en tant que journaliste, à un moment donné, il y a quand même des gens qui ont quand même, voilà. Donc, c'est aussi quand même une réalité. Puis, je vous rappelle qu'on a, voilà, enfin, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais des présidents de la République qui ont des grands amis, pas loin de l'Iran. À quel moment, c'est plus possible au droit de la guerre. C'est-à-dire que Israël a attaqué une ville, un peuple palestinien, de l'État, dans la guerre. Un civil qui était là. À quel moment, aujourd'hui, les juridictions internationales viennent se confronter à ces notions-là, qui sont finalement quelque part théoriques, mais qui en même temps régissent à la fois une partie du droit international et de l'État. Alors, sur le plan des termes, le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. Tout ce qui est crime contre l'humanité, crime de génocide, c'est du droit pénal international, c'est du droit pénal même de droit commun, en fait. Donc, le droit international humanitaire, c'est uniquement ce qui régit ce qui va être ou pas un crime de guerre. On est vraiment dans des choses séparées. Donc, le droit de la guerre, c'est le droit international humanitaire. Donc, qui porte peut-être mal son nom, mais qui avait d'abord pour objectif, et d'ailleurs, ça a été quand même assez critiqué, c'est un droit qui a été très critiqué par les pacifistes, le droit international humanitaire, parce que ça n'avait d'humanitaire que pour protéger des gens à protéger au cœur de l'action militaire, en fait. Donc, de réduire les pertes civiles, de réduire la souffrance causée par la guerre, qui est inhérente à la guerre. Bien évidemment, on fait rarement la guerre en faisant pas de dégâts. Donc, évidemment, les pacifistes n'ont pas du tout aimé le droit international humanitaire. C'est pour eux un droit guerrier. Ceci étant dit, le droit international humanitaire, il est pris en compte par les juridictions internationales puisque c'est ce qu'ils appliquent tout le temps. Alors, quand on travaille sur les crimes de guerre, on applique le droit international humanitaire et donc le droit de la guerre, de savoir ce qui peut se faire ou pas comme action. Donc, en gros, vous avez le droit, si on parle de bombardement ou d'action militaire classique, de cibler un objectif militaire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément militaire en soi, c'est-à-dire qu'il y a des biens civils qui peuvent devenir, dans certaines circonstances, des objectifs militaires. Par exemple, un bâtiment civil qui est occupé par des soldats, ou c'est là qu'on fabrique des armes, par exemple, alors que c'était pas un bâtiment militaire, peut devenir un objectif militaire. Un pont, un barrage, n'importe quelle utilisation civile, usage civil de ce genre de choses, dans certaines circonstances, peut devenir un objectif militaire, si ça a un objectif militaire à un instant T. Les choses à respecter, c'est qu'il faut que vous vous intéressiez au principe de discrimination. C'est-à-dire que quand vous faites la guerre, vous devez distinguer ce qui est combattant et ce qui est civil. Pourquoi c'est compliqué ? C'est parce que c'est plus la Première Guerre mondiale. À la limite, l'Ukraine nous amène dans quelque chose qui était, on croyait terminé, mais qui est finalement assez classique comme guerre, avec deux États qui s'affrontent, et puis des combattants militaires qui ont des uniformes. Mais la guerre d'aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, dans de très nombreux cas, est pas si simple que ça. Parce que vous avez des civils qui participent aux hostilités, qui prêtent main forte à des combattants, à un instant T. Par exemple, un civil qui garde des otages participe directement aux hostilités. Alors du coup, il sort de sa zone de personnes protégées. Allez démontrer ça et défiler ça. C'est très compliqué parce que effectivement, les combattants d'aujourd'hui, dans les conflits modernes, ont pas effectivement l'uniforme. C'est très compliqué. Donc, mais il y a quand même un travail à faire sur ce principe de discrimination. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut dire je m'en fiche. En gros, je vous fais rapidement. Et puis après, il y a la proportionnalité.
C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez, si vous bombardez Paris, parce que au milieu de Paris, vous rasez Paris, par exemple, et puis parce qu'au milieu de Paris, vous avez un missile ou en tout cas 3 armes sur un bateau, c'est disproportionné, vous voyez. Et puis là, vous avez tué plein de civils de manière très disproportionnée. Ça, c'est aussi et le principe de précaution. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des précautions à prendre. Vous pouvez avoir, par exemple, des lieux, c'est arrivé aussi en Afghanistan, par exemple, où vous avez des usines d'armement. Vous savez qu'après 19h, il n'y a plus personne qui y travaille. Bah, vous bombardez ça la nuit. Vous voyez, c'est la précaution. Vous avez bombardé votre objectif militaire, vous avez affaibli la capacité d'armement de l'ennemi, et en même temps, bah, vous n'avez pas choisi l'heure de pointe où des civils viennent y travailler, par exemple. Donc, ce sont toute une série d'actions. Et puis après, il y a toute une série de comportements qui sont réprimés. Par exemple, vous pouvez pas faire des prisonniers, les torturer. Vous pouvez pas, par exemple, faire le siège d'une ville, vous pouvez pas bombarder des humanitaires, voilà. Il y a toute une série de comportements, si ça vous intéresse, ils sont tous listés au livre 4 du Code pénal, et vous pouvez les lire, et c'est très intéressant parce que vous voyez, il y a plein de comportements qu'on n'imagine pas. C'est assez codifié en fait, tout ça. C'est compliqué quand on fait la guerre de penser à tout ça, mais les armées aujourd'hui, l'armée israélienne, l'armée française, l'armée américaine, vous seriez surpris, mais peut-être que vous le savez, ils ont des juristes partout. Ils ont des juristes partout. Parce que justement, c'est une donnée qui est prise en considération. Alors parfois, elle est bien prise en considération, parfois on l'oublie, parfois on la respecte, et voilà. Et ça, c'est le travail du juriste après de démêler tout ça. C'est pas facile. Merci Aurélia. Une dernière question. Bonsoir, je suis Vanessa Bogotoban, moi je suis avocate au barreau de Paris. Je voudrais d'abord vous remercier tous les deux pour ce format de regard croisé qui nous permet d'avoir une approche différente du sujet. Donc, je tiens à vous remercier tous les deux. Merci. Je voudrais m'adresser à vous pour vous dire que vous avez été émus ce soir, mais nous avons été peut-être encore plus émus d'entendre ce que vous avez dit, de comment le conflit, ce que vous couvrez, nous touche. Je veux dire que nous aussi, nous partageons la même inquiétude que la vôtre pour les proches que vous avez en Iran, comme nous pour nos proches en Israël. C'est grâce à ces, je pense, ces approches fraternelles qu'on arrivera peut-être à faire sortir quelque chose d'un beau et un meilleur avenir pour nos enfants. Voilà, en vous entendant parler d'Ircos, que je connais bien au barreau de Paris, j'ai que nous, au barreau de Paris, on essaie justement de conserver une fraternité. C'est pas facile. En ce moment, on est extrêmement fracturé. On a dû faire face, la semaine dernière, à des motions de barreaux en Seine-Saint-Denis qui ont voulu faire qualifier une situation de crime contre l'humanité ou génocide, voilà. Alors que bon, on a été vraiment extrêmement choqués. Bon, on est en train d'essayer de rétablir la situation, mais je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'on est sur un sujet complexe où il y a du droit, où j'ai aussi retenu il y a de l'histoire. J'ai bien entendu votre point que l'historien a toute sa place dans ce débat. Et j'en viens à mes questions, et je m'excuse si je suis arrivée en retard. Vous avez peut-être répondu, parce que j'ai raté malheureusement et l'intervention d'Harry au début, et votre propos au début. C'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas multiplier ces approches que vous avez ce soir, c'est-à-dire ce regard croisé du journaliste, ce grand reporter, j'ai bien compris la différence ce soir, et du monde du droit, avec vous, madame, au niveau d'un magistrat. Est-ce que ça peut nous aider à essayer de renouer des dialogues là où c'est très compliqué de le faire? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, quel est votre regard sur les plaintes récentes qui ont été déposées au niveau des plaintes contre crimes contre l'humanité, de la grand-mère pour les 2 enfants, et aussi de la Ligue par rapport à une entreprise qui voulait aider. Et puis je retiens aussi ce que vous avez dit sur la complicité des geôliers. Vous avez parlé des femmes qui ont été violentées. On a aussi beaucoup suivi avec Susanna. Je ne sais pas si c'est elle que vous avez
interviewé, qui était une des femmes qui a été enlevée, qui était avocate, et qui d'ailleurs aux États-Unis qu'elle a surtout donné son témoignage, où vous avez effectivement décrit des similitudes et des modes opératoires, on va dire, qui montrent bien que le viol peut être effectivement un crime contre l'humanité, comme vous l'avez évoqué. Voilà, je suis désolée des questions, mais je sais que vous ne pourrez pas répondre à tout, mais je voulais vous remercier et surtout vous inviter peut-être si on peut à multiplier ces échanges-là, parce que je crois qu'ils sont extrêmement... La famille, c'est les sauve, c'est un Israélien qui vient de les sauver. À nos enfants, voilà. Celui qui les a. Et mes confrères. Plein de questions. Je laisse répondre. Alors, j'irai assez vite sur les plaintes qui ont été déposées. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Simplement que quand elles sont déposées, plainte à constitution de partie civile devant un juge d'instruction, le procureur n'a pas de latitude pour prendre ou pas un réquisitoire introductif. C'est pas parce qu'une enquête est ouverte que ce sera qualifié comme ça à la fin. C'est la seule chose que je peux dire. Par contre, sur le numérique, c'est effectivement un vrai sujet. Les enquêteurs sur les crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'Office central qui porte le même nom, travaillent notamment avec des organismes institutionnels comme Viginum, etc., puis les services de renseignement qui ont aussi beaucoup d'informations là-dessus, pour travailler à l'authentification des images et à la traçabilité de ces images. On a été confronté à ça beaucoup la première fois avec la Syrie, parce que tout le monde filmait, tout le monde prenait des photos, ça partait dans tous les sens, et donc effectivement il fallait savoir si c'était réel ou pas réel. Après, l'image, elle va pas vous dire grand-chose sur le plan probant. Qu'est-ce que ça veut dire une image? Parce que vous n'avez pas avant, vous n'avez pas après. L'image, elle vous dit pas tout, loin de là. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans des bombardements, je pense à la Syrie, pour savoir qui a tiré, parce qu'on se posait souvent la question, soit les Russes, soit les Syriens. Sur les photos, on peut avoir le bombardement en question et pouvoir déterminer grâce à des experts balistiques ce à quoi ça correspond. Le film peut vous montrer quel est l'appareil, par exemple l'hélicoptère qui a apporté les choses. Donc c'est des petits bouts. Mais après l'image, l'image c'est le choc des photos, quoi. Donc ça vous balance plein de choses, mais ça ne dit pas grand-chose en fait du contexte des crimes commis ou pas, ni finalement des auteurs. Donc on prend ça avec beaucoup de circonspection, et tout ce qui n'est pas démontré de toute façon n'est qu'une information. Et il faut savoir que dans ces dossiers-là, on ne travaille pas en partant de ce qui est dit dans des rapports, etc. Le rapport d'ONG, par exemple, la société civile, il est intéressant que pour les sources. Donc on va aller essayer de trouver les sources, les témoignages et les informations sur lesquelles ils sont basés. Mais évidemment, on ne prend pas pour argent comptant ce qui est écrit dans un rapport. Donc ça, c'est toute la difficulté de l'enquête. Et c'est bien pour ça qu'il ne suffit pas de l'avoir écrit, il ne suffit pas de l'avoir dit, il ne suffit pas de l'avoir diffusé pour que ça soit une preuve en justice. Ça, c'est sûr. Non, moi je voulais en fait conclure parce que on va d'abord signer les livres. Je pense qu'on a dit en fait l'essentiel et que je pense qu'il faut pas être trop gourmand à un moment donné. Mais je voulais vous dire quelque chose qui est assez important. Je pourrais pas vous donner les noms, c'est impossible. Mais ce soir, un Israélien a sauvé une famille iranienne. Voilà. Bonjour, là c'est une question pour Aurélie Denos. C'est une question relative au positionnement des organisations humanitaires aujourd'hui. D'abord, à l'UNRWA, il a été prouvé que beaucoup de membres de l'UNRWA sont des membres de Hamas, et donc Hamas n'a pas caché, puisque c'est écrit dans sa charte, son intention génocidaire vis-à-vis du peuple juif, puisque la destruction des juifs est inscrite dans sa charte. Il a été démontré donc que l'UNRWA avait beaucoup de membres qui dépendaient du Hamas. On a beaucoup d'organisations humanitaires
On a cité Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui ont des connivences avec le Hamas. Je vais citer simplement la position de Raphaël Pitti, qui se permet en tant que président des Médecins du Monde d'annoncer à la radio que le directeur le ministre de la Santé du Hamas est quelqu'un d'admirable et qui continue à colporter effectivement cette idée-là. Sur quoi je voulais arriver, c'est est-ce que vous ne pensez pas finalement que toutes ces organisations qui ont un objectif humanitaire à l'origine ne fragilisent pas le droit du crime contre l'humanité et ne fragilisent pas toute cette notion en étant finalement contre à ça. Écoutez, et complices du crime contre l'humanité? Non, je pense pas, parce que écoutez, j'ai vu des humanitaires extrêmement courageux parfois. J'ai vu des humanitaires. J'étais en poste à Kaboul il y a longtemps. J'étais jeune, mais enfin quand même j'ai passé beaucoup de temps. Je peux vous dire, j'ai côtoyé beaucoup d'humanitaires qui ont fait des choses absolument extraordinaires. En fait, c'est comme tout. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui sont bien, des juges pas bien, des journalistes pas bien, et les humanitaires c'est pareil, si vous voulez. Et je pense qu'il y a des organisations humanitaires qui font le job, je pense, avec conviction. En revanche, effectivement, il existe des associations humanitaires qui participent, on sait, ça a été documenté, du financement d'organisations terroristes comme le Hamas, évidemment, en plus avec de l'argent public, ça rejoint ce que disait la dame tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, ça existe, je suis pas en train de vous dire le contraire, ça existe, ces gens-là doivent être punis, doivent rendre des comptes, c'est évident. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Et il y a des enquêtes, croyez-moi, en tout cas journalistiques, il y en a. Ça mettra peut-être un peu de temps à sortir, parce qu'encore une fois, c'est long d'enquêter, mais ça sortira. Soyez sûrs de ça. Voilà. Mais encore une fois, il faut pas mettre tout dans le même panier, parce qu'il y a des humanitaires. Moi, j'ai vu des humanitaires quand même sauver des vies. L'humanitaire, on le dit jamais. Mais vous voyez, je suis parti plein de fois avec l'armée française. Elle fait de l'humanitaire aussi. Elle n'a pas vocation à faire de l'humanitaire, mais elle organise des opérations, ce qu'on appelle civilo-militaires, ou parfois en Afghanistan, j'étais avec eux, ils soignent des gens, etc. Ils sauvent des vies en fait aussi. Voilà, l'hôpital à Kaboul, il a sauvé des bébés, si vous voulez. Donc, on peut pas. En fait, dans ce moment qui est très très particulier qu'on vit, je pense qu'on a tous envie de voir la fin de ce régime islamique iranien, des organisations terroristes. Ça va être dur, ça va être très dur, madame. Il faut qu'on se garde, comment dire, de jeter, si vous voulez, à l'eau tout ce que, oui, parce qu'une organisation humanitaire, parce que 10 organisations humanitaires se sont mal comportées, se dire, hop, on arrête ça. Surtout pas, parce que l'humanitaire, alors je dis ça, moi, j'ai jamais fait d'humanitaire, moi, mais j'ai été témoin, j'ai fait des reportages sur l'humanitaire, ça fait partie de ce qu'est, en tout cas pour la République française, cette démocratie, ça honore quand même notre République française, et donc je pense qu'il faut être très vigilant à ça. Maintenant que vous me disiez que Raphaël Pitti, je l'ai eu en face de moi, j'ai parlé avec lui. Bref, j'ai sorti un reportage. Vous pouvez le lire parce que celui-là, je l'ai pas publié dans Match parce que j'avais pas, on me donnait pas assez de place. Je l'ai publié à Atlantico, sur le site d'information Atlantico. Mais il y avait un chercheur avec lui lors d'une conférence qui s'appelait Eliamine Setoul, dont j'ai raconté qu'il donnait des conférences géographiques, si vous voulez, de la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution, ils étaient tous les deux en fait à se gargariser de faire voilà du victimisme palestinien et à se vanter que comment dire le Hamas était une organisation de résistance. Ces gens-là, n'imaginez pas qu'ils rendront pas des comptes à un moment donné, parce que de toute façon, on travaille là-dessus. D'accord? Je pense que Pitti, quand même, il doit flipper parce que son pote, j'ai fait un gros papier sur lui. Je peux pas faire des papiers sur tout le monde, voilà. Mais enfin, ça lui a coûté quand même un peu de choses. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut quand même qu'on soit très, 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 très vigilant. On reste un État de droit, on reste un État avec, je pense, moi, des convictions humanistes, non, je crois, voilà, et que donc tout le monde, voilà, tout ne se vaut pas en fait, voilà, il y a quand même des gens bien là-dedans. Merci infiniment. Ah ouais, c'était ouais. Hop là. Oui, bien sûr.